on y va. Bonsoir à tous. Du coup, on est très heureux de recevoir Valentin Scaplinck ce soir pour nous parler de l'institution révolutionnaire chez Félix Guattari. Du coup, on expérimente un peu une forme d'introduction là dans ce séminaire. Habituellement, c'est vraiment l'intervenant qui parle dès le début. Et là, on s'est proposé avec Julien de faire une petite introduction pour voir comment nous, en fait, on a déjà lu l'auteur et comment on peut en faire quelque chose dans nos propres réflexions militantes. Donc on fera deux petites introductions de 5-10 minutes chacun qui amèneront aussi la discussion par la suite avant d'écouter Valentin nous parler en spécialiste de la question de Guattari, quoi. Donc voilà, Julien va commencer et moi je parlerai après de mon truc. C'est bon au niveau du volume? Ouais. Bon. Vu que je suis pas habitué à parler dans un micro et à entendre ma voix en même temps, j'ai tout rédigé, donc c'était un peu pénible, mais au moins je ne serai pas victime de mon intimidation. Alors, pourquoi s'intéresser à Guattari dans le cadre de conséquences? Donc, dans nos pratiques militantes comme dans notre auto-formation intellectuelle, le marxisme fait référence, à la fois parce qu'on a à se positionner par rapport à lui, parce qu'on réfléchit beaucoup à partir de lui et parce qu'on cherche à comprendre ce qu'il est dans sa pluralité. Or, la lecture de Politique et État chez Deleuze et Guattari, de Sibertin Blanc, c'est celui-ci, je le ferai passer après, nous a convaincus que la pensée de ces deux auteurs constituait un dépassement possible de certaines apories du marxisme et de la théorie critique, plus généralement. Un exemple. La semaine dernière, Mathieu Rigouste opposait ici même, sur la question de la sécurité, deux traditions d'interprétation. L'anarchiste, qui accorde l'initiative à l'État, la marxiste, qui accorde l'initiative au capital. Ce sont là deux approches que l'on rencontre souvent sur toutes les autres questions qui nous préoccupent. Pour le dire rapidement, ce sont deux approches dont Deleuze et Guattari discutent les limites avant de les fondre en une seule, avec l'élaboration d'une théorie de la forme stock, ou, pour employer les termes techniques de Deleuze et Guattari eux-mêmes, processus machinique d'appropriation-accumulation, qui serait commune à l'État et au capitalisme, et qui révèle sur cette base que chacun est solidaire de l'autre. C'est-à-dire que le stock de pouvoir ne peut opérer sans stock de valeur, et vice-versa, de sorte qu'il faudrait logiquement penser la domination comme stato-capitaliste, ou encore comme une formation historico-machinique de capture et de monopole. C'est d'autant plus intéressant pour nous que Deleuze et Guattari ajoutent à cela la notion d'Urstaat, donc en français état originaire, ou état premier, ou état primaire, il y a plusieurs façons de le traduire. Donc notion développée en dialogue avec les théories marxistes de la naissance de l'État. On y reviendra certainement plus longuement, si c'est possible, dans la discussion, vu qu'il sera aussi question de la machine de guerre qui est indépendant de la notion d'Urstaat. Pour résumer, le recours à la notion d'Urstaat diagnostique un fantasme collectif, selon lequel un État capitaliste organiquement parfait serait dans le même temps et l'origine et l'horizon final du stato-capitalisme, ce qui permet d'établir une tendance générale du développement des appareils de domination, mais aussi de décrire l'aliénation dont les citoyens marchands sont l'objet, en tant qu'ils adoptent, pour employer les mots de Deleuze et Guattari, un désir de l'État. Donc, soit dit en passant, je connais ça beaucoup moins bien, voire pas du tout, mais il semble que la notion de capitalisme mondial intégré, qui est développée notamment dans la révolution moléculaire, part à peu près du même point de départ. Donc, dans cette optique, ces auteurs nous aident à penser de quelle émancipation peuvent relever des expériences qui se définissent à la fois par leur conflictualité avec l'État et avec l'économie marchande, sans que l'une de ces deux facettes ne puisse être dissociée de l'autre. Je pense notamment à la ZAD. Aussi voyons-nous dans cette œuvre des pistes fertiles pour la théorie et les pratiques politiques radicales contemporaines. J'en ai développé ici seulement une, du fait de son rapport particulièrement intéressant avec le marxisme. Il y en aurait bien d'autres. D'ailleurs, certaines de ces pistes pratiques ont été explorées dans un passé récent, dans des circonstances directement liées à Guattari, notamment pendant le mai rampant italien. Alors Sam devait intervenir à ce sujet, il a eu un empêchement de dernière minute, on l'excuse. Je vais donc donner quelques éléments à ce propos que j'ai glanés en urgence cet après-midi. Donc d'abord, il faut savoir que Guattari est impliqué physiquement
dans l'autonomie italienne. Il est par exemple présent au fameux congrès de Bologne de 77. Et après la répression de 79, il s'occupe d'accueillir et de soutenir les réfugiés italiens en France. Pour ceux que ça intéresse, il y a un texte de François Dos à ce sujet qui s'intitule « Deleuze et Guattari et la contestation italienne dans les années 1970 ». Marcello Tari indique aussi que l'œuvre de Guattari a été lue par les membres des milieux intellectuels et artistiques qui participeront à ce qu'on appelle l'autonomie diffuse dans la deuxième moitié des années 70, et qu'à ce titre, elle a grandement inspiré cette expérience qui inspire en retour l'œuvre de Guattari. Les notions de révolution moléculaire et de micropolitique du désir y font d'ailleurs écho. Il est aussi longuement question de cette séquence, pour ceux que ça intéresse, dans le chapitre de la révolution moléculaire, intitulé « L'Europe des fourgans cellulaires ». Et à ce propos, donc, je vais lire un passage pour compenser l'absence de Sam. En plus, c'est un passage qui évoque des points cruciaux pour nous en ce moment et qui fait transition avec ce dont Paul et Valentin vont parler. Donc pour ceux qui ont cette édition, c'est page 167, c'est donc dans le chapitre « L'Europe des fourgons cellulaires ». Alors, le phénomène nouveau qui secoue l'Italie d'aujourd'hui et qui se généralisera peut-être au reste de l'Europe consiste donc, selon moi, dans l'apparition d'un nouveau type de mouvement de masse échappant radicalement et sans doute irréversiblement aux organisations politiques et syndicales traditionnelles. Dans ces conditions, le temps est peut-être révolu où le marginalisme traditionnel des étudiants en chômage, des déclassés, des psychiatrisés, des taulards, des homosexuels persécutés, etc., ne concernait que quelques dizaines de milliers de personnes dans chaque pays. Aujourd'hui, ce sont des millions de chômeurs, de travailleurs, qui pour survivre sont contraints de recourir au travail au noir, de femmes qui luttent pour leur émancipation, de travailleurs du Sud, un peu l'équivalent pour la France des travailleurs immigrés, qui sont en train de constituer un nouveau prolétariat marginal et de nouer des alliances avec l'ensemble de ceux qui contestent radicalement l'ordre social existant. Toute cette masse des laissés-pour-compte, du compromis historique, qui ne saurait se reconnaître dans les partis, les syndicats et les groupuscules, n'en est encore qu'à la recherche de ses objectifs et de ses moyens. Ces interventions se limitent à des protestations quelquefois sans grande efficacité, c'est peut-être un peu pour nous là, à des rejets de l'ordre du réflexe, à une expression spontanée qui, bien entendu, ne saurait suffire pour renverser l'ordre établi et transformer la société. Et, sans doute, cette nouvelle force politique devra-t-elle se donner des moyens de coordination et d'expression qui lui soient propres. Ensuite, il y a un paragraphe où il rejette la question du parti, donc je vais le sauter. La révolution moléculaire se donnera ou prendra les instruments qui lui seront nécessaires. Mais son double caractère de révolution sociale et de révolution du désir lui interdira d'accepter de se lier de façon organique à un type d'instrument particulier. Là, il fait le lien avec la question des partis, donc, que j'ai sauté. Personne ne peut prétendre parler, aujourd'hui en Italie, au nom des autonomies ouvrières, au nom du mouvement féministe, au nom de la masse des chômeurs, au nom des travailleurs du Sud, au nom des marginaux et des minorités de toute nature. Et cependant, toutes ces composantes sentent le besoin de se concerter et de définir un minimum d'objectifs communs. On doit admettre qu'un décalage réel existe entre l'expression subjective de ce mouvement et sa réalité objective. Ce phénomène est apparu à Bologne sans qu'aucune proposition ne soit avancée pour tenter d'en limiter les effets. Espérons que dans les mois à venir, des solutions collectives de coordination et d'organisation permettront à ces révolutions moléculaires de franchir de nouvelles étapes et de s'articuler aux autres luttes sociales. Quoi qu'il en soit, de tels modes de structuration ne sauraient coïncider, il convient de le souligner, avec les expressions habituelles de la vie politique, avec ses rituels, avec ses discours, et cela pour la bonne raison que le désir ne se reconnaîtra jamais avec une expression formelle coupée de la réalité. Une contestation permanente devrait donc s'établir, non seulement vis-à-vis de l'ordre établi, quel qu'il soit, mais également au sein de l'ordre contestataire lui-même. Il n'y a là nul choix dans un irrationalisme, nulle option spontanéiste a priori, mais simplement la reconnaissance d'une sorte de rationalité supérieure du désir des masses qui ne saurait trouver son expression et ses moyens d'organisation dans les structures existantes. Changer le monde, changer les rapports sociaux, changer les rapports de désir,
implique tout à la fois d'en finir avec l'ancienne rationalité morbide, absurde, des pouvoirs en place, mais aussi de ne jamais laisser s'instituer de nouvelles formations de pouvoirs despotiques, interdisant aux singularités de désir de trouver leur voie. Voilà. Donc Paul, à toi. Merci. Du coup, c'est bien parce que ça fournit un peu la transition de mon texte, qui sera elle-même une transition vers le texte de Valentin, dans la mesure où je vais présenter 3 concepts, et ces 3 concepts esquissent déjà la notion d'institution qui sera l'objet du travail de Valentin, et qui, en fait, je m'en suis rendu compte après coup, qu'il avait une coïncidence éditoriale intéressante dans la mesure où le texte du Comité Invisible vient juste de sortir, et qu'il met au centre de son propos la question de la destitution dans son rapport à l'institution, et donc il sera peut-être l'occasion justement d'une discussion et d'une critique ou d'une discussion autour de ce texte, entre autres. Moi, les 3 concepts que je vais vous présenter, ce sera les concepts d'équipement collectif, d'agencement collectif de désir et de machine abstraite ou machine de signes. Alors, je suis en train de me réapproprier le texte et il est très difficile, donc je vais faire un gros effort pour essayer de me détacher du jargon de Guattari qui est extrêmement dense. Donc ça sera parfois un peu bégayant et je vous prie de m'en excuser par avance, je vais faire tout ce que je peux. Donc, d'abord, je vais commencer par présenter le concept d'équipement collectif. Donc, pour le rendre un peu concret, si vous voulez, l'exemple que donne Guattari, c'est dans l'Ancien Régime, par exemple, l'Église qui codifie les ordres sociaux et le pouvoir royal qui est un arbitre extérieur vis-à-vis de ce qu'il appelle les territorialités nobiliaires et urbaines. C'est-à-dire que voilà, ces équipements collectifs, dans la naissance du capitalisme, vont être en fait les machines produisant les conditions de possibilité de toute infrastructure capitaliste. Ce qui est intéressant chez Guattari, en fait, c'est que les formes de domination qu'impliquent les équipements collectifs ne sont pas simplement des dominations économiques ou matérielles, mais qui ont une dimension sémiotique. C'est-à-dire sémiotique chez Guattari, c'est-à-dire en fait une production de sens qui n'est pas nécessairement une production signifiante. Par exemple, une mimique fait sens, elle est sémiotique, mais elle n'est pas déjà dans un système de langage complètement fixé, comme on le trouve par exemple dans les théories structuralistes. Donc du coup, ces équipements collectifs sont en fait une production donc, de sémiotisation, de subjectivation et de praxis de groupes humains qui vont jouer dans une connexion entre une échelle micropolitique qu'il appelle l'échelle moléculaire, les machines de désir moléculaires, les rapports molaires, donc il articule moléculaire et molaire comme 2 échelles, et voilà, dans les rapports molaires, ça va être par exemple les rapports de classe, les rapports de genre, donc à une échelle bien plus grande. En fait, Guattari, il articule cette production autour d'un couple qu'il appelle le couple désir-valeur d'usage, c'est-à-dire qu'en fait, ces désirs propres aux hommes, ils vont être articulés à une valeur, c'est-à-dire qu'on va leur donner sens par une valeur en déterritorialisant d'abord ce qu'il appelle les désirs infra-individuels, qu'il transforme en valeur d'usage, donc c'est-à-dire par exemple dans la production de la cellule familiale dans sa forme fixe, et ensuite ces valeurs d'usage qu'elle transforme en valeurs d'échange capitalistique ou bien en valeur d'agencement collectif. Et je reviendrai plus tard sur cette valeur d'agencement collectif à la fin, qui est justement la brèche qui permet les formes de lignes de fuite ou de révolution. Donc réellement, cette production sémiotique et de subjectivation et de praxis, en fait, est réellement la fabrique de l'individu. Derrière la façade institutionnelle, il parle de ce qu'il appelle une machine à options, c'est-à-dire que derrière la façade de l'institution, en fait, il y a des techniques, ce qu'il appelle des techniques de prédisposition sémiotique, qui sont en fait ce qui va faire un choix politique pour la collectivité. Donc voilà, j'ai donné des exemples pour l'Ancien Régime, et pour le capitalisme, ça va être notamment l'État et le capital. Et c'est ici que va se jouer en fait le rôle de l'analyse et des sciences sociales, avec plusieurs postulats. Donc là, j'en reviens vraiment à des questions plus épistémologiques. Pour moi, il y a 3 postulats très importants dans sa théorie des sciences sociales. C'est d'abord une critique du structuralisme qui fixe et universalise les structures sans prendre en compte ce qu'il appelle les agencements de pouvoir à leur genèse, c'est-à-dire les modes d'énonciation. En gros, c'est-à-dire que les structuralistes ne prennent pas en compte la dimension les rapports de pouvoir qui sont internes à la production du discours théorique. Donc la théorie de Guattari va se concentrer
sur ce qu'il appelle la fonction du mode d'énonciation, c'est-à-dire les pouvoirs qui sont à l'origine des théories, et faire une critique de ces modes d'énonciation, se situer au niveau de ces modes d'énonciation. Le deuxième postulat qui me semble extrêmement important, c'est l'idée d'une théorie qui non plus sous la forme arborescente comme on la trouve chez Descartes, c'est-à-dire très hiérarchisée, très stratifiée, avec la métaphysique, etc., mais plutôt la forme qu'on connaît sous le concept de rhizome, c'est-à-dire justement où il n'y a pas de début, pas de fin, pas de hiérarchisation, pas de stratification, et des points de connexion bien plus contingents. C'est-à-dire qui sont contre la binarité qu'on voit assez clairement dans un arbre, c'est-à-dire tout se divise en deux. Là, au contraire, on va s'attacher beaucoup plus à la spécificité des choses, à la régulation des choses et à leur aspect transitoire, c'est-à-dire non fixe, non pas classé dans une hiérarchie et dans un tableau classificatoire. Et ça me ramène au troisième postulat qui me paraît extrêmement important, c'est-à-dire que pour Guattari, l'analyse et les sciences sociales ne doivent pas réduire leurs objets d'étude à des simples exemples, à l'état de simples exemples de la théorie, mais au contraire doit tenir compte à la fois de la richesse et de la singularité de leur mode d'énonciation. On en revient donc bien au mode d'énonciation. Donc ce qui va intéresser Guattari, ça va être ce qu'il appelle la question de l'économie de désir. Et bien évidemment, l'économie, il ne faut pas l'entendre ici au sens qu'on l'entend habituellement de sciences sociales économiques, mais plutôt comme justement ce système de flux, parce qu'il considère que les désirs sont des flux qui traversent les individus et les groupes. Et donc cette économie des désirs qu'il va falloir analyser et que la science sociale doit prendre en charge, c'est ces systèmes de flux traversant les individus et agençant des connexions possibles entre les individus qui constituent le monde pour cet individu. Et donc c'est là qu'on en vient à ce qu'il appelle les machines de signes. Les machines de signes, c'est justement ces modes d'énonciation qui produisent du sens, qui produisent une sémiotique et qui traversent cette économie, c'est-à-dire qui donnent du sens aux désirs qui se constituent dans des agencements entre des individus, c'est-à-dire des flux qui ont des connexions entre ces individus. Et justement, ces machines de signes, à partir du moment où elles se déstratifient, où elles sont plus dans un rapport de hiérarchie, elles peuvent déjouer les valeurs de pouvoir relatives à ce qu'il appelle les territorialités individuelles, familiales et étatiques, et qui du coup permettent d'ouvrir des systèmes de potentialité. Et c'est ça qui intéresse Guattari, à mon avis, c'est justement cette opposition entre des systèmes de potentialité plutôt que des structures stratifiées. C'est là que à mon avis, l'importance de l'analyse réside. C'est-à-dire que ces agencements de désirs qu'on a entre des individus dans des groupes à une échelle moléculaire n'échappent pas ni aux rapports de signification, ni aux rapports sociaux. Et qui m'amène en fait à ce travail militant, et c'est là où, à mon avis, il y a une vraie critique du travail militant qui se produit par Guattari, c'est-à-dire que le travail militant est d'une part son domaine d'intervention, à la fois théorique et pratique, donc je sais pas, à la fois la manifestation que le groupe politique en tant que tel, mais aussi le travail d'analyse, il doit se faire du côté des intervenants, c'est-à-dire travailler en permanence sur l'énonciation elle-même, l'énonciation collective, et non pas seulement les énoncés produits. C'est là que du coup la fonction d'agencement collectif se distingue de l'équipement collectif, parce que la fonction d'agencement collectif va s'occuper à déstratifier, à refuser tout système d'invariant transcendantal dans un jeu de transversalité. Ce qu'il appelle la transversalité, c'est justement ce passage entre différentes échelles, l'échelle moléculaire et molaire et vice-versa, l'économie et l'idéologie, à travers justement ces machines de signes qui permettent cette transversalité. Et donc voilà, on a vraiment cette opposition entre d'un côté la loi avec un grand L, la théorie avec un grand T, de l'autre côté la praxis et l'expérimentation de l'agencement collectif de désir qu'est le groupe militant. Quel est le rôle des machines abstraites là-dedans? C'est justement, à mon avis, d'échapper à l'économie, au régime de l'économie capitalistique des flux, c'est-à-dire les tutelles institutionnelles, les équipements de pouvoir qui hiérarchisent, qui ritualisent et qui reterritorialisent, alors qu'au contraire, les machines abstraites et les agencements collectifs de désir ont cessé d'être assimilables dans la théorie à tout ce qui peut s'apparenter à des idées platoniciennes, à des noumens kantiens ou au moment dialectique hegelien ou marxiste. C'est-à-dire que voilà, ces machines abstraites, elles vont cristalliser des nœuds de problèmes, c'est-à-dire en matérialisant des voies de passage entre les différentes échelles, en négociant des déterritorialisations relatives
ou en modélisant des procès de subjectivation qui ne sont pas universels, qui ne se fixent pas dans un langage signifiant tout fermé, et justement qui ouvrent et ferment des possibles. Donc voilà, c'est notre problème en réalité, ce que ça signifie de façon assez concrète, c'est-à-dire en fait de problématiser la façon d'énoncer, la matière d'expression politique à laquelle la collectivité est confrontée. Voilà. Merci. Je laisse la parole. Ok. Merci, bonsoir, merci donc pour l'invitation, merci à Conséquence pour l'invitation. Donc tu as commencé à me traiter de spécialiste, hein. Non, je ne considère pas vraiment comme spécialiste de Guattari, je pense même que ce serait un peu paradoxal d'être spécialiste de Guattari. Donc moi ce que je vais faire c'est d'essayer donc de développer un peu quelque chose autour de cette question de l'institution telle qu'elle est travaillée par Guattari. Mais pas seulement, parce que je pense que par rapport à cette question-là, le nom propre de Guattari fait sens ou continue de faire sens aujourd'hui, non seulement par rapport à des écrits théoriques, mais aussi par son insertion, son implication dans tout un ensemble d'expériences collectives. Et c'est pour ça que vous verrez, bon, je vais faire appel, je vais parler de Guattari, mais donc il y a d'autres noms propres qui vont s'inviter donc dans ce que je vais vous raconter. Et puis un certain nombre de références à des expériences, à des expérimentations pratiques auxquelles Guattari a participé et qui pour moi sont toujours très présentes, y compris dans les concepts les plus apparemment abstraits, barbares, comme rhizome, machine de guerre, nomadologie, déterritorialisation, j'ai réussi à le dire. Voilà, tout ce genre de jargon apparemment, mais qui n'est qu'un jargon apparent et qui en fait renvoie, selon moi et selon d'autres, donc à des dispositifs et donc à des histoires, à des récits, à des situations au fond qui sont assez concrètes. Donc si on part comme ça de cette question de l'institution, si on la prend un peu comme point de départ, bon, c'est vrai que Guattari est souvent obscurci un peu par le nom de Deleuze, donc c'est intéressant effectivement de le voir ici un peu évoqué de manière indépendante par rapport à ce que Deleuze a pu élaborer aussi. Mais il n'est pas inintéressant quand même, quand on parle de Guattari, de revenir un petit peu sur Deleuze, et notamment de revenir sur le rapport de Deleuze à l'institution. Parce qu'il me semble qu'autour de cette question de l'institution se noue quelque chose d'important concernant la rencontre très particulière et singulière de Deleuze et Guattari. Donc c'était au début des années 90, c'est donc un entretien qu'on trouve dans le recueil Pour parler de Deleuze, notre recueil d'entretien. Tony Negri, donc, dans un entretien qui est repris dans ce recueil, et Tony Negri interrogeait Deleuze sur son rapport aux politiques. Et Deleuze répond à ce moment-là qu'au fond, ce qui l'a toujours intéressé, c'est les institutions comme création collective, et qu'il a toujours été, d'ailleurs, beaucoup plus porté, dit-il, vers les créations collectives que vers les représentations. Ah, ça s'est éteint. Voilà. Et qu'il a trouvé, donc, dès le départ, dès les années 50, donc assez tôt, notamment dans la philosophie empiriste de Hume, auquel il a consacré un de ses premiers livres, Empirisme et subjectivité, une certaine conception de l'institution qui fait de celle-ci, donc, je cite, donc, non une limitation comme la loi, mais au contraire un moyen d'action, un système inventé de moyens positifs et une invention positive de moyens indirects. Ça, c'est une idée qu'on retrouve aussi dans un recueil, dans l'introduction qu'il réalise dans les années 50 aussi, au milieu des années 50, une anthologie de textes autour de l'institution, chez Hatier. Et donc dans cette introduction, qui s'intitule Instinct et institution, qui a été repris dans un des, je ne sais plus lequel, peut-être dans l'île déserte, enfin dans un des recueils là, qui avait été, je crois, coordonné par la Poujade. Et donc Deleuze, dans ce recueil, continue de travailler cette question de l'institution en rapport à l'instinct et en faisant de l'institution une manière oblique, en quelque sorte, de répondre à une question que pose l'instinct, le besoin. Donc, par exemple, le mariage est une manière d'instituer la sexualité, la propriété est une manière de répondre à la question de l'avidité, etc. Donc c'est une manière assez classique, au fond, de reprendre cette question de l'institution.
Mais ce qui toujours apparaît, c'est, disons, l'insistance de Deleuze pour prendre l'institution comme quelque chose qui affirme, comme une affirmation, comme une création. Ce qui ne surprendra pas quand on connaît la philosophie de Deleuze, qui est toujours du côté, effectivement, de la création, de l'affirmation, et qui résiste toujours à toute espèce de capture par une forme de négativité, etc. Mais c'est aussi dans... Alors, si on prend un autre texte aussi un peu plus tard, en 67, dans son bouquin sur présentation de Chasseur-Mazor, il continue en fait de s'intéresser de manière très près à la question de l'institution, et notamment quand il va chercher chez Sade une conception de l'institution qui, selon lui, a une certaine affinité avec la conception révolutionnaire de Saint-Just, et qui permet de saisir l'institution comme quelque chose qui se distingue à la fois des lois et du contrat. Ainsi, il dit, voilà, en effet, alors que les lois lient et moralisent les actions, les immobilisent en les moralisant, de pures institutions sans loi seraient par nature des modèles d'action libre, anarchiques, en mouvement perpétuel, en état d'immoralité constante, maintenant, en quelque sorte, l'insurrection non comme un état moral, mais comme l'état permanent de la République. Donc l'idée comme ça d'une insurrection permanente qui serait autorisée, qui serait en quelque sorte autorisée, qui serait maintenue grâce à l'institution. Et ça, il me semble, ça nous amène à une conception de l'institution qui est assez contre-intuitive finalement, parce que tout à l'heure, tu as parlé de ça, tu as parlé donc de Guattari, et donc tu as évoqué, je crois que cette formule où il dit, voilà, il faut résister à ce qui institue de nouvelles formes d'oppression, de nouvelles formes de monopole, etc. Voilà. Mais donc, il me semble que ce qui est intéressant, alors il se trouve que ça résonne particulièrement en langue française, je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises récemment en en parlant avec des gens qui sont anglophones, c'est qu'en français, c'est vrai que la notion d'institution renvoie à des choses très très larges. C'était un terme extrêmement polysémique, mais de façon générale, je pense que vous serez d'accord avec ça, enfin vous me direz si vous êtes d'accord, c'est que souvent on entend par institution plutôt ce qui est du côté de l'institué, plutôt du côté de ce qui arrête l'action, plutôt du côté de ce qui va enfermer l'action ou de ce qui va récupérer en quelque sorte l'initiative révolutionnaire. Ce qu'on entend en général par institutionnalisation, ce n'est pas autre chose qu'une procédure de normalisation, ou précisément de capture. Et là, dans la présentation de Chasseur-Mazor, puis aussi dans Empirisme et subjectivité, Deleuze situe d'emblée l'institution beaucoup plus du côté d'une conception qui permettrait, au contraire, d'assurer un mouvement perpétuel, ou qui permettrait en quelque sorte de conserver paradoxalement l'insurrection, de maintenir l'insurrection, de stabiliser l'insurrection, et sans pour autant trahir le mouvement propre de l'insurrection. Et donc une institution qui serait beaucoup plus du côté de ce qui institue, du mouvement qui institue, du mouvement instituant, que du mouvement institué. Alors, cette approche de l'institution, il me semble qu'elle est contre-intuitive par rapport à une certaine conception spontanée qu'on a en général de l'institution, quand on en parle, généralement, mais aussi par rapport à ce que les sciences sociales, très souvent, en font. Parce que si on se réfère à certains écrits, très simplement, de Durkheim, il définit la sociologie, par exemple, comme la science des institutions, de leur genèse et de leur fonctionnement. Et à sa suite, Mauss et Fauconnet, par exemple, vont définir l'institution comme tout ce que l'activité humaine institue, que ce soit les rites, les croyances, le langage, y compris la langue. Alors, on peut faire référence aussi à Saussure, la langue comme institution. Et donc on a à la fois cette très grande polysémie et en même temps très vite ce souci de situer l'institution du côté de ce qui va intégrer, de ce qui va permettre de comprendre une logique d'action collective qui dépasse les particularités individuelles, qui dépasse les individus, qui constitue un continuum et qui se situe très souvent du côté d'une institution comprise comme un relais de l'État, une institution étatisée, établie, de ce qu'on entend habituellement comme établissement, c'est-à-dire un hôpital, une prison. Et on peut quand même considérer effectivement qu'une grande partie de la pensée qu'on peut dire critique, etc., se situe souvent comme une critique radicale des institutions. On va considérer justement que
il faut en finir avec toutes ces institutions qui nous oppressent, c'est-à-dire les hôpitaux, les prisons, les écoles, etc., la psychiatrie, etc., etc. Alors, ce qui est particulier, donc, c'est qu'on a d'un côté donc Deleuze qui s'intéresse. Alors, il me semble que c'est pas. Il faut éloigner le micro. Ah ouais. Et pour moi, du coup, c'est beaucoup plus agréable aussi. Merci. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est que d'un côté, on a donc Deleuze qui s'intéresse. Alors, je fais ce petit retour historique parce que je pense que c'est pas inintéressant pour comprendre un peu comment les choses se nouent un peu autour de cette question-là et de comprendre un peu les choses sur la longue durée. Comprendre comment ça se transforme. Parce que les concepts que tu as évoqués vont bien sûr considérablement déplacer, enrichir, complexifier et abstraire un peu tout ça. Mais je pense que revenir un peu à ces premiers moments-là, ça permet de comprendre un peu comment ces relations se nouent autour de rencontres et de situations concrètes. Parce que d'un côté, donc, on a Deleuze qui s'intéresse de façon très précise à la question de l'institution assez tôt, et de l'autre côté, on a Guattari qui, dès les années 50, participe à la fondation de la clinique de la Borde, en Sologne, et donc qui participe assez tôt, au premier moment de l'émergence du mouvement qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle, et donc qui est un mouvement qui, pour faire très vite, va naître suite à la Seconde Guerre mondiale, et va reprendre et un peu systématiser et essayer de stabiliser tout un ensemble d'expériences qui ont été conduites, notamment sous l'occupation, pendant le régime de Vichy, notamment dans un hôpital qui s'appelait Saint-Alban, et qui essayait donc de transformer l'asile dans un contexte où il y a une quantité importante de malades mentaux qui meurent du fait de problèmes entre guillemets, de ravitaillement, et où un lieu comme Saint-Alban devient un espace de rencontre où passe tout un ensemble de personnages. Ça va de Canguilhem au psychiatre Lucien Bonafé, il y a aussi Tristan Tzara qui y passe, il y a aussi un certain Frantz Fanon aussi qui va passer par là à ce moment-là, et où va commencer à s'élaborer, notamment sous l'impulsion d'un psychiatre catalan qui s'appelle François Tosquelles et qui donc à l'époque est condamné à mort par le régime de Franco et qui se réfugie en France, va commencer à élaborer une conception de la psychiatrie qui part du principe que pour soigner les gens, il faut d'abord soigner l'institution. Et qu'on ne peut pas soigner qui que ce soit si on ne soigne pas d'abord l'institution, parce que l'institution a tendance effectivement à être pathogène par les formes de hiérarchisation, de séparation, de clivage qu'elle organise entre médecins, infirmiers, patients. Et la particularité aussi de l'orientation, de cette orientation-là, c'est qu'elle va s'appuyer sur deux jambes, comme elle dit toujours, la psychanalyse et le marxisme. Et travailler sur une double aliénation, c'est-à-dire à la fois l'aliénation psychique du sujet et l'aliénation sociale, et en refusant de réduire l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une aliénation sociale qui doit être travaillée à l'intérieur de l'institution, en inventant en permanence des dispositifs, en réinventant l'institution de l'intérieur pour essayer d'en faire un lieu hospitalier à la folie. Et donc il y a toute une critique sociale à faire de la manière dont les gens qui sont considérés comme fous ou psychotiques sont maltraités en général par la société, par l'institution. Mais d'un autre côté, il faut prendre en compte cette part irréductible du sujet, qui est la psychose, qui est une expérience que chacun peut faire, et qui n'est pas réductible, et qu'on ne peut pas réduire à une explication sociologique ou sociale. Et donc il faut en permanence tenir sur ces deux jambes. Alors, pour vraiment, là je fais vraiment un résumé vraiment ultra rapide, et puis tout ça il y a des histoires assez complexes et des expériences. Mais disons qu'à la Borde après la guerre, ça se fonde en 1953, autour de Jean Houry et puis de Guattari et d'autres personnages qui sont alors, à la fois des psychiatres, des psychanalystes, mais bon, il y a aussi des militants qui passent par là aussi. Donc continue de s'élaborer et de s'approfondir ce mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Et Guattari donc, va publier, donc, en 72, il y a un bouquin de Guattari qui paraît, que vous connaissez peut-être, qui s'intitule Psychanalyse et transversalité, et qui reprend tout un ensemble de textes d'intervention politique, mais aussi clinique, que Guattari écrit entre le milieu des années 50 et la fin des années 60.
Et donc c'est Deleuze qui préface ce livre. Et ce qui est intéressant, c'est que Deleuze, dans cette préface, va caractériser la psychothérapie institutionnelle comme une sorte d'inspiration à la Saint-Just psychiatrique, qui aurait réussi en fait à amorcer un troisième âge de la psychiatrie, l'institution comme modèle au-delà de la loi et du contrat. Alors, ce qui est intéressant, il me semble, c'est que finalement, au moment où la clinique de Laborde, en 1953, se constitue, c'est pas très longtemps après que Deleuze écrit Empirisme et subjectivité, en 1955, si je ne me trompe pas, et Deleuze et Guattari ne se connaissent pas encore. Mais donc, il y a cette pour appeler une sorte de préoccupation pour la question institutionnelle, qui est peut-être, je ne sais pas, dans l'air du temps, comme on dit en tout cas, mais que tous deux rencontrent. Hein. Et il me semble qu'autour de cette question-là, quelque chose va continuellement s'approfondir. Alors, pour entrer un peu plus mais pas trop quand même, dans les détails de ce mouvement de la psychothérapie institutionnelle, dont Jean-Henri répétait sans cesse, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui répétait sans cesse, ça n'existe pas, hein, au sens c'est un mouvement, hein, c'est pas une doctrine, c'est pas une espèce de recette qu'on applique comme ça pour faire une bonne psychiatrie, qui serait une bonne psychiatrie émancipée ou émancipatrice. Mais c'est une expression donc, qui apparaît en 1952 dans les annales de psychiatrie portugaise, hein, sous la plume de deux psychiatres qui s'appelaient Domaison et Cochelin, et qui essayaient justement de rassembler un peu ce qui se faisait, ce qui s'expérimentait justement sous l'occupation, et même un peu avant comme forme prise en charge alternative, disons, de la question de la maladie mentale. Mais cette transformation de l'institution psychiatrique, elle aboutit justement aussi à inventer, à produire en permanence ce qu'on peut appeler, ce qu'eux appellent des institutions, justement. C'est-à-dire, par exemple, une institution qu'on retrouve dans les pratiques de psychothérapie institutionnelle de manière très fréquente, c'est le club thérapeutique, hein, qui est un espace où soignants et patients doivent pouvoir parler ensemble et essayer d'élaborer ensemble la vie de l'établissement. Alors, un autre élément qui est important dans la psychothérapie institutionnelle aussi, me semble-t-il, c'est la distinction entre établissement et institution. C'est-à-dire là, Jean-Henri va dire qu'au fond, l'institution, c'est la définition juridique, hein, un bâtiment, il dit un contrat passé avec l'État, un prix de journée, et l'institution, alors il donne une définition qui est quand même assez singulière. L'institution, conseil existe, c'est un travail, une stratégie pour éviter que le tas de gens fermente comme un pot de confiture dont le couvercle a été mal refermé. Et il faut préciser qu'on parle souvent donc, du rapport de Deleuze et Guattari, mais Guattari et Houry ont aussi toute leur vie entretenu des relations de travail et un dialogue constant, alors qui a été aussi animé par des conflits qui ont peut-être aussi été un peu qui ont été réels, en même temps dont on a beaucoup parlé, qui ont été parfois mis en scène. Et Houry a écrit un petit texte très beau dans une postface ou une préface, je ne sais plus, d'un texte posthume de Guattari qui a été publié aux éditions Ligne il y a quelques années, qui s'intitule « De l'Héros à Laborde ». Et Houry, en fait, écrit ceci, il dit, voilà, en gros, on s'était partagé le boulot, moi je travaillais sur la psychose et j'étais un peu le gardien de l'institution, et puis lui, je lui avais dit, voilà, il faut que tu, en quelque sorte, ailles propager, en quelque sorte, le poison de la psychothérapie institutionnelle un peu partout dans le champ social, et c'était pas non plus sans conflit, puisque il y a eu aussi à Laborde beaucoup de militants, c'est la singularité de cette expérience-là aussi, qui sont venus se former à Laborde, notamment beaucoup de militants étudiants, hein, de l'UNEF de l'époque, de l'UEC de l'époque, qui sont allés se former à Laborde, et qui du coup n'allaient pas seulement se former à la question, à la question psychique, hein, la question de la prise en charge de la maladie mentale, mais qui aussi y trouvaient des ressorts pour essayer de penser leur pratique politique. Mais tout ceci, bon, c'était un petit peu ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est aussi la question du statut de l'analyse par rapport aux pratiques militantes, ça n'allait pas sans conflit, puisque bien sûr, quand des gens arrivent dans un espace, dans un hôpital psychiatrique, fut-il alternatif, pour dire on va faire la révolution et on va guérir les fous en faisant la révolution, en ouvrant les murs, ça a pu aboutir à des situations très difficiles, voire catastrophiques, à des passages à l'acte, à des choses qui étaient extrêmement, qui a des réelles difficultés. Donc c'est aussi la sensibilité et
la précarité aussi, hein, des liens entre les gens, comment dire, de la manière dont les sujets parviennent aussi à se tenir dans l'existence aussi, auxquels les gens se confrontent aussi. Et donc ça rend les questions politiques aussi, à mon avis, intéressantes et peut-être parfois un peu plus, je n'ai pas envie de dire sérieux, mais ça donne une autre tonalité que quand on est simplement dans l'idéologie, quoi. Voilà, on n'est pas uniquement dans quelque chose qui relève de la conscience, puisque s'invitent dans la question politique des questions qui relèvent de l'inconscient, de la conflictualité inconsciente, du désir inconscient, de ceux dont on n'a pas envie d'entendre parler en général, quoi. C'est-à-dire puis de ce qu'on dénie, hein, très souvent, y compris dans les pratiques militantes, hein, on a envie d'être très sérieux, très rigoureux, voilà, avec toutes les formes d'esprit de sérieux que ça peut impliquer. Et donc on peut dire que la psychanalyse joue un rôle très particulier dans cet espace-là, parce que ce sont des gens, très souvent Uri, Guattari, qui étaient qui étaient assez proches de Lacan, quelque part, enfin de la lecture de Lacan, mais qui apportaient la psychanalyse dans un espace collectif, donc pas sur le divan, pas sur un divan où on va disons, avoir un analyste, un analysant, etc. Hein, mais dans un espace collectif où la psychanalyse va se trouver transposée dans cet espace, où il y a effectivement un rapport à la folie qui se construit, un rapport à la psychose, et où va s'élaborer une certaine politique, hein, de la folie. Et Tosquiès donc a aussi cette expression intéressante, c'est-à-dire quand on l'interroge sur pourquoi il s'est intéressé justement à la question de l'institution, dans un entretien, il rappelle que, bon, en Espagne, alors il commence comme ça à dire très simplement, en Espagne, les lycées s'appelaient les instituts, hein, et puis par ailleurs, il parle aussi de l'influence qu'a exercé sur lui un psychanalyste argentin qui s'appelait José Bleger, enfin c'est écrit Bleger en français, B-L-E-G-E-R, et ouais, peut-être qu'on peut l'écrire. Et donc Bleger considère justement le cadre, y compris la relation thérapeutique entre le patient et son analyse, comme une institution, hein, comme une institution, et dont l'interruption va provoquer l'irruption de souvenirs archaïques, de souvenirs enfantins, etc. Mais Tosquiès se poursuit en disant que finalement, l'isolement de la situation thérapeutique est toujours, il dit, très ambigu, parce que, il dit, voilà, bien que l'on dise qu'on est en dehors de la société, il n'y a jamais autant de monde que dans le discours psychanalytique, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les voisins, et qu'on a là tout un discours réellement polyphonique, pluriel et polyrythmique. Et donc, selon lui, il est inévitable de procéder à l'analyse institutionnelle du malade qu'on reçoit à la maison, à l'hôpital, c'est-à-dire prendre en compte sa classe sociale, combien il gagne, combien il vit. Pardon ? Ouais, Blair, ouais. Pardon. Non, c'est CG, c'est ça. Ah, c'est Blé. Ouais, Blé, pardon. C'est pas grave. Donc on voit aussi que finalement, alors cette question, enfin cette manière de considérer que dans la psychanalyse s'invite beaucoup de monde, bon, alors ça c'est quelque chose que Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe bien sûr vont explorer de manière, vont aller très loin, hein, en essayant de montrer que finalement dans le délire il n'y a pas que papa-maman, qu'il y a tout le champ social qui s'invite, qu'on délire les races, les cultures, etc. Et en développant toute une théorie de l'inconscient machinique, tu as beaucoup parlé de la machine tout à l'heure, voilà, bon, il y a bien sûr toute cette, on va dire, tout ce champ expérimental et théorique là qui est très présent. Mais donc c'est aussi c'est pour vous dire voilà que c'est aussi autour d'expérimentation sociale. Là, tu parlais de l'autonomie tout à l'heure, mais aussi la psychothérapie institutionnelle, et puis aussi donc toutes les expériences auxquelles la psychothérapie institutionnelle a pu donner naissance ou qui se sont inspirées d'elle. Hein. C'est-à-dire que dans le champ de l'école, très vite, dans les années 50, il y a un courant qui est fondé, entre autres, par le frère de Jean Houry, Fernand Houry, et qui va s'intituler la pédagogie institutionnelle. Et là, on essaie de transformer à l'intérieur de l'école publique. Alors, c'est des instituteurs freinés au départ, et qui vont aussi être très marqués par une approche analytique et psychanalytique, et qui vont aussi, à l'intérieur des classes, essayer d'introduire ce qu'ils appellent des institutions, hein, qui vont être des espèces de manière collective, des dispositifs qui permettent de travailler ensemble, que l'enseignant et les élèves, la vie de la classe, pour essayer de s'émanciper des pesanteurs administratives, mais aussi des formes de verticalité ou d'oppression scolaire, hein, tout simplement. Hein, l'idée de Fernand Houry, c'est de rompre avec ce qu'il appelle l'école caserne. Donc on a cette thématique-là qui court
dans l'ensemble du champ social. Et on a, autour de Guattari, quand je vous disais au début, bon, il me semble que c'est un nom propre, mais qui renvoie quand même à, pour le coup, Guattari lui-même est sans doute le nom d'un agencement collectif. Il y a énorme, quand on prend le nom de Guattari et qu'on tire un peu les ficelles, on s'aperçoit qu'il y a à la fois d'autres noms propres qui viennent, des livres, mais aussi des expériences, des récits, et donc c'est ça qui rend à mon avis aussi le personnage et ses écrits intéressants. C'est que quand on a un livre de Guattari entre les mains, il ne s'agit pas seulement de comprendre la cohérence théorique de son écrit, mais toujours d'avoir à l'esprit que derrière cette cohérence, ou en tout cas cet essai de cohérence, hein, parce que malgré tout ce qu'on peut dire de méchant sur lui, je pense qu'il y a quand même une certaine rigueur et une grande conséquence pour le coup théorique de Guattari. Mais derrière ça, il y a quand même tout un ensemble d'expériences, de collectifs auxquels lui-même n'a cessé de participer. Bon, il a participé notamment autour de la psychothérapie institutionnelle. Il y a des collectifs de psychiatres qui se sont fondés assez tôt, notamment le GTPsy. Et puis, à la suite du GTPsy, qui est un collectif où non seulement... Alors, c'est un collectif de psychiatres et de psychanalystes, mais qui essayaient d'échanger sur leurs pratiques de psychothérapie institutionnelle et dont la règle était de ne rien se laisser passer. Donc, c'était vraiment essayer de parler de sa pratique, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça leur fait, etc. Et par la suite, cette pratique analytique, elle a aussi été au cœur de la fondation de collectifs ou de groupes comme la FGERI, c'était quoi déjà la formation des groupes d'études et de recherche institutionnelle, et par la suite du CERFI, qui se sont regroupés autour de la revue Recherche, et qui a rassemblé longtemps à la fois alors ça a commencé dans la fin des années 60, mais ça s'est poursuivi jusqu'au début des années 80, et qui a rassemblé donc à la fois des psychanalystes, des militants, des psychologues, des éducateurs, des artistes, des philosophes, etc., autour de questions très diverses comme l'urbanisme, l'école, la folie, la psychiatrie de secteur, etc., qui sont vraiment des numéros absolument passionnants. Mais autour de ces numéros s'organisait quelque chose comme une expérimentation aussi collective. Alors c'était aussi la particularité, c'était que c'était aussi des groupes qui ont essayé de développer une recherche qui se développait sous contrat avec l'État, mais qui n'étaient pas, donc c'était pas des chercheurs fonctionnaires ou des universitaires, mais c'était des gens qui travaillaient sous contrat avec le ministère de l'Équipement sur différents sujets et qui sont parvenus à élaborer un rapport assez complexe et assez intéressant de espèce de relation dedans-dehors par rapport à l'État. On n'est pas complètement dedans, on n'est pas complètement dehors, on essaie de faire quelque chose de ça et surtout de travailler sur la dissociation et sur la dimension un peu schizophrénique des institutions elles-mêmes, y compris des instances qui dirigent les institutions, de montrer qu'elles sont toujours traversées par des lignes de fuite, par des possibles et par des failles. Et ça, je vais ensuite développer ça un peu plus pour qu'on puisse en discuter. Pour poursuivre un peu, alors là on a donc Deleuze qui s'intéresse de façon assez tôt à la question de l'institution. On a d'un autre côté donc Guattari bien sûr qui est très impliqué dans une entreprise de transformation institutionnelle et qui en quelque sorte va ouvrir une conception assez originale de l'institution. C'est ça qui m'apparaît avec la psychothérapie institutionnelle, c'est à quel point, et comme le remarque Deleuze, ils ont comme ça travaillé à une conceptualisation, à une problématisation assez originale et assez contre-intuitive de l'institution. Parce que quand on entend psychothérapie institutionnelle, au début on se dit « Ah, ben, ça va être la psychothérapie telle qu'elle est défendue du point de vue de l'institution ». Et ben, c'est exactement le contraire. Donc il y a une sorte de renversement qui se produit comme ça, mais de renversement qui n'est pas seulement théorique, mais qui passe par tout un ensemble de pratiques. Et il me semble, alors là je fais un saut assez grand hein, pour le coup, mais ça c'est une idée qu'on trouve justement aussi, il me semble, dans la distinction que vont faire Deleuze et Guattari par la suite dans Mille Plateaux entre la machine de guerre et l'appareil de capture. Alors ça, la clé de ça, je trouve qu'elle est assez bien fournie par François Zourabichvili, que j'arrive à... Voilà, si tu arrives à l'écrire, bravo, félicitations en plus, là, ce sera pas mal. Donc philosophe donc, qui parle, alors, dans un article qui a été publié sur le site de Multitude, hein, qu'on peut trouver sans problème,
il parle de cette dimension paradoxale de l'institution chez Deleuze. Donc il parle comme ça de la manière dont il y a une double dimension de l'institution qui devient paradoxale, donc avec les nomades chez Deleuze, qui à la fois ne laissent pas de traces dans l'histoire et qui ne franchissent le seuil de la représentation que négativement, donc sous la forme d'actes de résistance. Donc on a encore cette idée un peu paradoxale d'une institution, soit qui est institution d'un mouvement permanent, soit d'une institution qui en permanence essaie de déjouer les figures de la représentation. Ça capture dans des figures qui correspondent à des formes de représentation. Si bien que, dit-il, la positivité de leur résistance tend à passer inaperçue en raison de cet espace-temps spécifique qui s'instaure dans chaque cas et qui ne se laisse pas institutionnaliser au sens courant, étatique du terme, mais qui relève d'une institution paradoxale, inséparable d'une crise et d'une lutte et qui ouvre des possibilités d'agencements sociaux ou juridiques impensables auparavant. Et donc, on a, il me semble, cette idée assez intéressante d'une institution non étatique ou d'une institutionnalisation non étatique, ce qui, à mon sens, est assez contre-intuitif. Donc, cette institution qui est toujours solidaire d'une lutte ou d'une perspective émancipatrice a un effet, doit avoir aussi un effet pratique et performatif et critique. Et là où effectivement Guattari, on le lit, on a raison de le faire, a des mouvements radicaux, a des mouvements de contestation radicale, mais là où Guattari est tout à fait intéressant aussi, c'est dans la manière dont il interpelle aussi tout un ensemble de présupposés des mouvements critiques et des mouvements radicaux, et notamment des mouvements qui s'attachent à dénoncer la domination. La domination des institutions, pour le coup, la domination de l'école, Bourdieu, etc., mais y compris la domination symbolique, enfin tout ce qui a pu être visé dans l'antipsychiatrie, donc je vais en parler un petit peu, c'est-à-dire ce qui a nourri aussi tout un rapport assez à la fois de solidarité, mais un peu distant avec ce qu'on a appelé, bon, pour autant que ça signifie quelque chose, parce que c'est un terme un peu dans lequel on a fourré beaucoup de choses, mais en tout cas un rapport assez complexe et assez compliqué, disons, à l'antipsychiatrie, précisément peut-être à cause de cette manière de compliquer la question institutionnelle, de rendre la question institutionnelle un peu plus paradoxale, renversée, en quelque sorte, de la renverser, en quelque sorte, mais dans un sens assez particulier. Parce qu'on peut dire que si d'un côté, donc Deleuze, puis Deleuze et Guattari, donc là je fais un saut, évidemment, je passe de Deleuze à Deleuze et Guattari, s'ils ne nient certainement pas la prégnance dans le champ social d'effets de domination, de capture, ils envisagent aussi des modes d'institutionnalisation qui soient non étatiques et qui ne renvoient ni à une normalisation, ni à une récupération de la créativité sociale et politique. Et c'est là, il me semble, que le concept de machine de guerre n'est pas seulement intéressant du point de vue du dialogue que Deleuze et Guattari ont eu avec le marxisme, avec la question du mode de production despotique, avec toute cette constellation de problèmes théoriques auxquels ils ont activement participé, qui est très important. Et il me semble que ces problèmes font concrètement aussi sens, il m'a semblé que c'était un peu donc, le sens de l'interpellation ici du séminaire, par rapport à des questions assez pratico-pragmatiques qui se posent, y compris aux groupes et aux pratiques militantes depuis pas mal de temps maintenant. Et que donc cette distinction entre machine de guerre et appareil de capture, elle dit quelque chose aussi des difficultés que rencontre la pratique politique. Alors, pour être un peu sommaire, on peut dire que pour Deleuze et Guattari, une formation sociale, quelle qu'elle soit, fait machine de guerre lorsqu'elle se rend irréductible, hétérogène aux États et à leurs appareils de capture, c'est-à-dire à leur mode d'administration, de hiérarchisation, de division du travail et de gouvernement. Et par État, du coup, on entend quelque chose d'assez large. Il y a État quelque part quand il y a une manière d'organiser une certaine division sociale du travail entre ceux qui commandent, ceux qui obéissent, quand on a une certaine forme de stratification. Et donc ça conduit à avoir une vision assez large de l'État, et qui donc va dialoguer abondamment avec toute une anthropologie du politique et toute une anthropologie de l'État. Mais du coup, ça a pour conséquence aussi que cette définition très large de la machine de guerre signifie que la machine de guerre, on ne sait pas très bien si c'est toujours du côté de l'émancipation ou de la domination, justement, ou si c'est
s'il faut suivre la machine de guerre ou pas, hein, puisque ils le disent eux-mêmes, un groupe révolutionnaire, mais aussi une bande mafieuse, une organisation religieuse, une entreprise transnationale, mais aussi une invention technologique. Hein. Donc on n'est pas seulement dans des déterminations sociologiques, hein, on est aussi dans des inventions artistiques, technologiques, dans des dispositifs, des appareils qui circulent. Tout ça peut faire machine de guerre. Et ça ne signifie pas que la perspective politique qui est portée par ces différentes versions de la machine de guerre se recoupe ou converge d'aucune manière. Parce que tout va dépendre des rapports de puissance sous lesquels un agencement va se trouver en quelque sorte pris, capturé, subsumé. Et autre originalité de ce concept, c'est que la machine de guerre n'a pas la guerre pour objet. De la même manière qu'elle se soustrait à l'État, elle n'a pas la guerre pour objet. Et c'est seulement quand l'État se l'approprie qu'elle a la guerre pour objet. Donc pour la machine de guerre, avoir la guerre pour objet, c'est un échec, on pourrait dire. C'est qu'elle cherche en permanence justement à déjouer cette appropriation par l'armée. Autrement dit, quand un groupe révolutionnaire devient une armée, et bien, en quelque sorte, on peut dire que la machine de guerre est déjà du côté de l'État, d'une certaine manière. Et ça, je vous renvoie, Mathieu Rigouste était là il y a une semaine. Il a écrit un très très beau texte qui est une introduction à la réédition du bouquin de Carlos Marighella, Manuel du guerrier urbain, qui est un texte qui a été interdit en France pendant de nombreuses années et qui a été réédité aux éditions Libertalia, donc qui est écrit donc par un grand militant brésilien, donc qui a donc théorisé la guérilla urbaine dans les années 60 au Brésil, si je ne me trompe pas. Et Rigouste écrit un texte très fin pour introduire à ce texte, qui par ailleurs, je trouvais d'un ennui ce texte, d'un ennui absolu. Mais le texte de Rigouste est intéressant parce qu'il essaie de comprendre à quel moment quelque chose comme l'État se reproduit dans les organisations politiques. Il essaie de montrer comment dans la guérilla urbaine, qui a été complètement décimée par la suite au Brésil par la dictature, quelque chose s'est à un moment donné produit d'une sorte de mimétisme entre ces groupes politiques et l'État. Et que la structure paramilitaire qui au bout d'un moment est en quelque sorte reconduite à l'intérieur de ces appareils, fait passer aussi du côté de l'État par une sorte de relation mimétique. Et donc là, ce n'est pas seulement le fait d'être récupéré par l'adversaire, c'est le fait qu'à l'intérieur même de ses propres pratiques, on en vient par mimétisme en quelque sorte à reproduire, ou en tout cas à produire, à inventer, y compris avec des ressorts d'inventivité extraordinaires, une merde absolue, quoi. Voilà, quelque chose de... Voilà. Donc, mais il faut parfois beaucoup d'inventivité pour produire de la merde, hein, comme vous le savez, quoi. Et parfois, on a l'impression qu'on est très créatif, on y arrive très bien. Mais ça, je trouve que ça renvoie, à mon avis, à une question assez concrète dont on pourra discuter, parce qu'il était question là de pratiques militantes, etc. C'est aussi la manière dont aujourd'hui, dans les mouvements sociaux, dans les affrontements avec la police aussi, il y a quelque chose qui, autour de... Alors, si, parce que la répression, il se trouve que la répression policière actuellement est quand même pas mal aussi, hein, je veux dire, ils sont assez... entraînés et ils y vont pas de main morte. Mais d'un autre côté, il y a aussi toute une esthétique, ou en tout cas quelque chose, à mon avis, qu'on peut interroger aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait par rapport... Enfin, qu'est-ce qui se passe aussi dans les organisations ou dans les de ce qui apparaît comme des non-manières de s'organiser par rapport à la question de la violence politique. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis qu'est-ce que ça implique après à l'intérieur des organisations aussi, la manière dont on milite. Et là, je pense que là, c'est des questions très concrètes, même si je ne veux pas inviter ici forcément le débat sur l'abstention. Ça va peut-être pas... on peut en parler si vous voulez, mais bon. Donc, alors pour revenir à Deleuze et Guattari, c'est que bon, la machine de guerre, elle échoue en quelque sorte quand elle se met à voir la guerre pour objet. Donc elle a nécessairement un rapport à la guerre qui est synthétique. Et quand le rapport entre machine de guerre et guerre devient analytique, eh bien on est, ça y est, c'est quelque part, c'est cuit, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, il y a aussi dans... Alors, l'originalité, on peut dire aussi par rapport à cette question, par rapport à la problématisation de l'État, va être de comprendre la manière dont il peut y avoir comme ça plusieurs... comment dire? Il y a plusieurs versants du social, toujours. Il y a plusieurs versions de la machinerie subjective et sociale. Et cette distinction entre machine de guerre et appareil de capture, alors on la retrouve, du coup,
dans la préface que Deleuze écrit à Psychanalyse et transversalité, à propos justement de ces expériences, de cette expérimentation à la borne dans le texte. Ce texte d'ailleurs, cette préface s'intitule « Trois problèmes de groupe ». Et cette question-là va se retrouver autour de ce que Guattari à l'époque, et de ce que Deleuze commande, autour des relations et de la confrontation entre groupe sujet et groupe assujetti. Donc un groupe sujet, ça va être un groupe qui parvient à se donner à lui-même sa propre puissance, sa propre loi, de manière, on peut dire, autonome, mais qui va aussi être un groupe qui va avoir pour tâche dans l'institution de produire de la transversalité, justement. Tu parlais de transversalité, justement, c'est intimement lié avec cette question de cette problématique du groupe sujet, enfin, en tout cas cette forme du groupe sujet, et d'autre part avec ce qu'on va appeler aussi l'analyse institutionnelle, c'est-à-dire un processus analytique qui n'est pas seulement un processus de compréhension, mais comme compris dans la psychanalyse, qui va être un processus d'altération et de transformation. Et autour de cette distinction entre groupe sujet et groupe assujetti, donc il y a toujours, il ne s'agit pas seulement de définir deux pôles qui ne se rencontreraient jamais, c'est que le même groupe peut être assujetti à certains moments, d'autres moments travailler cet assujettissement de manière à en sortir. Mais disons, ce sont deux pôles qui permettent comme ça de rendre un petit peu intelligible ce qui arrive à des collectifs. Mais où où la subjectivité entre en jeu d'une certaine manière. Puisque la subjectivité ici, ce n'est pas seulement la subjectivité idéologique, la conscience, mais ça va être aussi, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça va aussi être, c'est là où c'est assez compliqué, et on ne peut pas tout résumer là aujourd'hui, parce que c'est quand même pas évident, mais c'est aussi tout ce qui relève d'une subjectivité inconsciente, désirante, libidinale. Et donc il y a toujours dans l'institution tous ces niveaux-là à penser et à tenir. Et le problème aussi, c'est que dès lors qu'on est dans une dimension inconsciente, il y a quelque chose qui nous échappe. Et donc effectivement, celui qui pense avoir rigoureusement tout compris à l'institution et à l'émancipation et qui veut l'expliquer aux autres, le problème c'est que au moment où il fait ça, la question c'est en quoi sa volonté d'expliquer ça aux autres fait symptôme aussi. Il va falloir aussi essayer de travailler sur tout ce qui fait symptôme aussi, y compris dans un groupe, dans un espace collectif. Et alors, cette manière de penser l'analyse institutionnelle comme une façon de transformer l'institution en permanence, de l'intérieur, de travailler à sa transformation, à son désassujettissement, c'est un peu, il me semble, autour de ça qu'un conflit, en tout cas une relation compliquée et conflictuelle, va se nouer avec Franco Basaglia, par exemple, en Italie, qui, dès les années 60, travaille, lui, à ce qu'il appelle la désinstitutionnalisation des asiles en Italie. Sachant qu'il faut contextualiser un peu les choses, puisque en Italie, à ce moment-là, les asiles n'étaient pas tout à fait dans le même état non plus qu'en France, parce que justement le mouvement de la psychothérapie institutionnelle plus le mouvement du secteur avait quand même apporté tout un ensemble de transformations. Et en Italie, la dimension carcérale était sans doute, en tout cas il me semble, beaucoup plus prégnante. Mais tout en étant tout à fait solidaire politiquement avec Basaglia, tout en se déclarant solidaire politiquement avec eux, Guattari, dans un des textes qui reproduit dans la psychanalyse et transversalité, qui s'intitule Guérilla dans la psychiatrie, Basaglia avance ceci, il dit que, attention, parce que les voies de la répression sont parfois subtiles, et que plus efficaces que des policiers peuvent devenir les tenants d'une normalité à tout prix. Car avec les meilleures intentions du monde, morales ou politiques, on en vient à refuser aux fous le droit d'être fou. Et le c'est le faute à la société peut masquer une façon de réprimer toute déviance. C'est-à-dire l'idée, effectivement, qu'on va arriver à une société émancipée où il n'y aura plus de folie, on va résoudre par la révolution, pour aller vite, cette question-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y a pas, lui, ce qu'il appelle une sorte de négation institutionnelle au sens d'une dénégation, au sens freudien, du fait singulier de l'aliénation mentale? Et dans cette distinction qu'on trouve toujours entre institution et établissement, entre aliénation sociale et aliénation mentale, il me semble, même si elle est retravaillée, même si elle est contestée d'une certaine façon aussi par Deleuze et Guattari, qui vont rentrer dans un rapport très polémique avec tous ces concepts d'aliénation et qui vont en quelque sorte essayer de façon très spinoziste de tout rassembler, comme ça il y a une substance et puis il y a des modes comme ça qui sont les expressions de cette substance, l'anti-Oedipe comme ils écrivent ça quelque part, le spinozisme de l'inconscient. Il me semble qu'il conserve quand même jusqu'au bout cette
quelque chose de cette distinction entre l'aliénation subjective et l'aliénation sociale, et qui les empêche de tomber dans un certain réductionnisme aussi. Un certain réductionnisme, y compris dans la critique sociale. C'est l'idée, voilà, on ne va pas uniquement considérer le social à partir des formes objectivées du social telles qu'elles nous apparaissent, y compris quand on essaie d'en faire la critique, quoi. Donc il y a tout un rapport très polémique aux sciences sociales aussi, et au savoir du social qui va se développer. C'est-à-dire que ce lien avec la psychanalyse, il me semble, même s'il est subverti par eux et repris un peu de manière subversive et détourné dans l'anti-Oedipe, il y a toujours cette référence à l'inconscient. Et cette référence à l'inconscient, elle est quand même ce qui permet de ne pas se laisser piéger, même si tout ça apporte des choses tout à fait intéressantes, parce qu'une certaine sociologie critique prétend objectiver du social et qu'on tendance à reprendre aussi les pratiques militantes. Il y a tout un rapport à penser entre pratiques militantes, savoir du social et puis aussi savoir institutionnalisé, universitaire, etc. Et donc tout un ensemble, pour le coup, d'institutions. Institutions du savoir, institutions militantes, institutions de transmission et de normalisation et du savoir. Donc, ce qui va être très présent, c'est que dans cette manière de concevoir la machine de guerre, moi ce que j'entends aussi, c'est aussi cette capacité à définir une institutionnalisation qui laisse la place à quelque chose comme de l'imprévu, du singulier. Et ça, c'est quelque chose, bon, dans un bouquin aussi qui a été écrit avec Sully Rolnick, donc une philosophe brésilienne dans les années 80, et qui donc, en quelque sorte, raconte un voyage que Guattari, à l'époque, effectue au Brésil. Guattari continue un peu sur cette lancée en écrivant que du point de vue micropolitique, donc du point de vue moléculaire dont on parlait tout à l'heure, n'importe quelle praxis peut être ou non policière. Aucun corps scientifique, aucun corps de référence technologique ne garantit une orientation juste. La garantie d'une micropolitique processuelle ne peut être trouvée qu'à chaque pas, à partir des agencements qui la constituent dans l'invention de modes de référence et de praxis. Et il va même jusqu'à dire que dans les années 70, ils avaient tendance, lui et ses camarades, à traiter donc, les travailleurs sociaux, les psychologues de flics. Et donc il dit, au fond, c'était une erreur parce qu'il n'y a aucun métier qui est nécessairement et fatalement policier. Et là, l'un chez moi, même si ce n'est le métier de policier, et c'est même discutable. C'est-à-dire que même le métier de policier, ce serait possible de le subvertir. Voilà, merci. Mais bon, il se trouve que ce n'est pas forcément évident. Bon, j'avais rencontré il y a un certain temps un psychosociologue institutionnaliste argentin qui a travaillé à une expérimentation au début des années 2000 autour de la police paramilitaire de Buenos Aires pour essayer de la réformer. Ça a été une expérience qui a duré un temps. Bien sûr, après, ça a vite tourné au vinaigre puisque tous les jeunes qui voulaient se former au départ au métier de policier, après, voulaient devenir travailleurs sociaux. Donc l'expérience a vite été, n'a pas connu, disons, la pérennité, l'avenir qu'elle aurait mérité de connaître. Mais voilà, il me semble que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on maintient cette problématique de l'institution de manière à ce qu'elle ne soit jamais totalement un peu à la manière d'une machine de guerre, à ce qu'elle ne soit pas capturée, à ce qu'elle ne soit pas réduite, que ce soit par des formes d'oppression, mais aussi par des formes de normalisation qui peuvent être des formes de normalisation scientifique aussi. Et donc, entre groupe sujet et groupe assujetti, machine de guerre et appareil de capture, vous voyez, on peut dessiner comme ça tout un ensemble de liens, de jonctions, à partir desquels on peut tracer des routes sur lesquelles éventuellement on peut circuler. Là, je vous ai parlé, effectivement, il y a cette relation assez complexe avec l'antipsychiatrie de Basaglia, mais il y a aussi une relation tout à fait intéressante de Deleuze et Guattari, et qui suit un peu qui est toujours un peu, à mon avis, une manière d'éclaircir toutes ces questions-là, qui est la relation qu'ils entretiennent à Pierre Clastres, à Anthropologie de Pierre Clastres. Parce que Pierre Clastres, donc, dans La Société contre l'État, à travers un travail de terrain d'anthropologue avec des groupes sociaux en Amazonie, Clastres développe l'idée que ce que les anthropologues parfois ont défini comme des sociétés sans État sont en fait des sociétés qui sont contre l'État, c'est-à-dire qui par des mécanismes précis, par des mécanismes sociaux précis de dispersion, inhibent, empêchent la formation d'un État, au sens d'une division entre
ceux qui commandent, ceux qui obéissent, mais aussi au sens de la formation d'un pouvoir coercitif. Et ce n'est pas de tout repos, puisque ça passe par, alors même si ce n'est pas la guerre au sens Ourigouste et Serfati, on en parlait il y a une semaine, je pense, c'est la guerre au sens, bon, c'est des guerres très ritualisées, ce sont des combats qui n'ont... Pardon ? Avec la chefferie. Oui, voilà, donc c'est... mais en tout cas, il y a comme ça des mécanismes qui empêchent la fusion, qui doivent empêcher la formation d'un pouvoir coercitif. Et tout se passe comme si, et il me semble que c'est quelque chose d'assez intéressant à entendre, c'est que pour Clastres, et Deleuze et Guattari commandent ça, il y avait dans ces sociétés un pressentiment de la possibilité de la formation d'un État. Ils pressentent quelque chose comme un danger. Et Deleuze et Guattari donc, rendent hommage à Clastres en disant voilà, c'est intéressant parce que contrairement aux analyses marxistes qui font dériver l'État de rapports de force économiques, Clastres place la formation de l'État quelque part, d'une certaine manière, à la base de la formation du capitalisme. C'est-à-dire, c'est l'apparition d'un pouvoir coercitif et surtout de la division, de ce spectre de la division qui, selon lui, hante toutes les sociétés, et en particulier les sociétés primitives. C'est la formation de cette division qui rend possible ensuite, par cette division sociale du travail, quelque chose comme une propriété privée, une accumulation, un surcodage, etc. C'est pas plutôt chez Salins qu'il trouve ça? Mais il y a chez Clastres aussi. Il y a chez Clastres aussi. Ouais, il y a chez Clastres. Mais Salins aussi, bien sûr, est très proche, est très proche de ça. Oui. Et donc l'idée de société contre l'État, c'est de société qui empêche, qui inhibe, c'est ça qui me semble tout à fait intéressant, c'est qui inhibe la formation de l'État. Et là-dessus, Deleuze et Guattari vont avoir une manière à la fois de rendre hommage à Clastres et en même temps de montrer que ces thèses doivent être en quelque sorte amplifiées contre lui-même. C'est-à-dire, ils disent attention, parce que au fond, y compris dans cette manière de conjurer l'État, bon, déjà, il y a une manière de l'anticiper. Et que, selon lui, Clastres, alors là c'est une critique qu'ils font un peu empirique, hein, ils prétendent que finalement les sociétés dites contre l'État, quand on va chercher des documents dans l'archéologie, ont toujours eu des contacts avec des sociétés à État aussi. Il ne faut pas minimiser, en tout cas sous-évaluer les échanges entre ces différents types de sociétés. Et qu'il n'y a pas, en tout cas, la théorie Clastres leur apparaît en quelque sorte un peu autarcique, d'une certaine façon. Et donc, il peut y avoir aussi tout un ensemble de processus mimétiques, y compris inconscients. Et donc, l'idée, qui est aussi très présente dans beaucoup de courants des années 70, c'est que l'État, on l'a dans la tête, quelque part. C'est comme si, finalement, il l'opposait, à mon sens, un peu à Clastres. C'est-à-dire, attention, l'État, c'est pas seulement cette formation sociale, c'est-à-dire, y compris les groupes qui conjurent l'État, par moments peuvent être traversés, peuvent être, en quelque sorte, la tension vers l'État existe y compris. Elle peut en quelque sorte agir virtuellement, même si elle n'est pas là. C'est que les tendances au pouvoir coercitif peuvent en quelque sorte se reconduire, y compris dans des formes apparemment non coercitives. Et ce qui invite effectivement, pour le coup, à une analyse institutionnelle, c'est effectivement de savoir où est le pouvoir coercitif, où est-ce qu'il se situe. Parce qu'il peut aussi, en quelque sorte, se reconduire dans les formes les plus apparemment les moins coercitives. Et c'est là où la théorie de Lurstadt va intervenir. C'est que ce qui est intéressant avec la théorie de Lurstadt aussi, à mon sens, c'est que c'est cette idée finalement d'un État qui agit sans nécessairement être là. C'est une action virtuelle, qui agit virtuellement. Et là-dessus, voilà, il y a tout ce dialogue qui peut être intéressant aussi avec James Scott et tout son travail anthropologique sur la zomia, donc sur ces sociétés qui échappent délibérément à l'État-nation et qui ne sont pas des sociétés d'avant l'État-nation, mais des sociétés qui fuient, qui s'échappent de l'État-nation. Et donc toutes ces questions-là, alors vous avez un livre qui a le mérite de rendre, à mon sens, tout ce débat-là assez clair, c'est le livre de Marc Abélès qui s'intitule « Penser au-delà de l'État ». C'est un anthropologue. Comment tu l'as? Abélès, c'est A-B-E-L-E-S. Marc. Mais non seulement Deleuze et Guattari vont avoir un rapport critique à Clastres, mais ils vont aussi avoir un rapport critique avec cette définition de l'État, puisqu'ils vont introduire à l'intérieur, et ça Abélès le montre assez bien, ils vont montrer comment ce qu'ils appellent des segmentarités souples ou des segmentarités dures peuvent traverser différents types de groupes et de collectifs. C'est-à-dire que l'État, y compris la bureaucratie elle-même, selon eux, ne pourrait pas s'étendre si elle n'était pas capable de
de se développer à travers tout un ensemble de segmentarités très souples. Il y a selon eux toute une perversité bureaucratique. Et si la bureaucratie n'était que quelque chose de complètement stratifié et immobile, elle ne pourrait pas se répandre, comme bien sûr elle ne le fait jamais, comme vous le savez, hein, on n'est jamais confronté à ça dans sa vie. Donc il y a ce dialogue avec Clastres qui, un peu de la même manière à mon sens que dans la discussion avec Basalia, essaie un peu d'être dans un rapport un peu critique avec ce qui a tendance un peu à réduire les formations sociales justement à du social. C'est que dans les formations sociales, justement, il y a aussi de la subjectivité, il y a de l'inconscient, il y a du virtuel. Donc il y a des choses qu'on ne perçoit pas au premier abord et qui sont extrêmement difficiles à objectiver. S'il y a bien quelque chose qui est difficile à objectiver, c'est le désir inconscient. Je veux dire, hein, sinon, les psychanalystes seraient tous au chômage. Et d'ailleurs, on a beaucoup au chômage. Donc, il me semble qu'on peut construire comme ça, et c'est ça qui m'intéresse en tout cas, c'est tout ce système de résonance qu'il y a entre à la fois des textes et puis des expérimentations, des questions, des modes de problématisation de l'institution, où l'institution devient ce qu'on peut appeler une préoccupation. Ça, il y a un historien, Yves Cohen, qui a beaucoup travaillé sur les figures de l'autorité au XXe siècle, et qui définit la préoccupation d'une manière que j'aime bien. Il dit c'est la manière dont les acteurs composent une question en amont de la programmation de l'action et dont ils maintiennent tout au long de son cours une réflexion sur l'action qui peut avoir un effet sur elle. Donc je me rends compte que ce n'est pas très clair quand on le dit comme ça. Mais en tout cas, c'est l'idée que la préoccupation est présente à la fois dans des textes, hein, dans des idées, dans des représentations, mais aussi il faut les voir aussi du côté des pratiques. Hein, et que par moments, justement, cette distinction est tout à fait inopérante. Il faut aller voir justement comment à la fois des pratiques et des idées sont présentes conjointement hein, dans le champ social, dans sa fabrique. Et cette préoccupation, elle est très présente aussi, ça me fait penser à cette question justement du pressentiment que Clastres repère justement dans les sociétés dites contre l'État. Et ce pressentiment, il est à mon avis présent aussi chez Guattari, quand il pressent, et tu l'avais évoqué tout à l'heure, la reformation en tout cas d'instances, ou la réinstitutionnalisation, la réinstitution d'instances d'oppression ou de capture. Et cette préoccupation, on la trouve, et ça m'a beaucoup frappé dans une phrase que Jean Houry prononce dans une conférence à Poitiers dans les années 70, il dit « La psychothérapie institutionnelle, c'est la tentative au jour le jour d'éviter, de conjurer en fait la possibilité qu'un groupe ou qu'une formation collective ne devienne un espace ségrégatif ou concentrationnaire. » Alors on voit que lui est très marqué par la question des camps, etc. C'est quelque chose qui est très présent, qui était très présent pour cette génération-là, évidemment. Mais c'est cette idée que voilà, on pressent que ce renversement institutionnel qu'on produit, si on n'est pas conscient que ce renversement peut lui-même constamment se renverser, eh bien, on ne peut pas être justement dans l'analyse institutionnelle. Et cette révolution pour être en quelque sorte permanente, cette institution pour être en quelque sorte porteuse, pour continuer d'être porteuse d'une révolution, c'est comme si elle devait travailler au jour le jour, non seulement à être créative, alors pour le coup ça nous permet de dialoguer avec ce dont on parlait en aparté, là, c'est toutes ces problématisations, toutes ces questions de la destitution, des mouvements destituants. On peut dire que, voilà, à mon avis, c'est à la fois l'un et l'autre. C'est-à-dire à la fois être dans une problématisation de l'institution qui pense l'institution du côté de la praxis instituante, et donc pas à partir du résultat, mais qui en même temps s'efforce de destituer, hein, tout en instituant, de destituer tout ce qui peut venir en quelque sorte, même pas altérer, mais retourner en son contraire, ou en tout cas faire dériver une action émancipatrice vers son contraire, en tout cas vers un assujettissement, hein, un assujettissement oppressif. Et il me semble que l'originalité, en tout cas, là où cette réflexion peut nous parler, en tout cas, elle nous parle, c'est que ce danger ne vient pas que de l'adversaire. Il vient aussi d'une certaine, peut-être ce qu'on pourrait appeler une forme d'écologie de l'attention. On parle beaucoup en ce moment d'écologie de l'attention qui ferait part à l'inconscient. On parle beaucoup, effectivement, parfois de la manière dont le capitalisme produit toute une écologie de l'attention. Mais quelle est l'écologie de l'attention de pratiques qui tentent justement d'échapper à l'assujettissement capitaliste ?
et quelle est leur pérennité, quelle est la manière dont elles s'organisent ou dont elles se donnent les moyens en quelque sorte de se pérenniser et de ne pas se dissoudre dans la durée, ou si elles choisissent de se dissoudre, vers quoi, vers quel autre nouvelle, en tout cas nouvel agencement, en tout cas, elles nous autorisent, en tout cas elles nous permettent d'aller. Tout ça, il me semble, ce sont des questions effectivement qui sont présentes à la fois dans le parcours théorique et pratique de Guattari et dans la manière dont Deleuze et Guattari reprennent conceptuellement tous ces enjeux. Parce que si effectivement il y a à la fois renversement de l'institution, on peut dire que pour l'analyse institutionnelle, il y a aussi un renversement de la manière dont on conçoit habituellement l'institution. Mais ce renversement doit aussi être en quelque sorte, alors c'est le paradoxe aussi, il doit travailler sur l'inconscient tout en étant conscient de la possibilité permanente que cette expérimentation se renverse vers quelque chose de ségrégatif. Et donc la question qui, pour moi, peut être posée, en tout cas vers laquelle tout ceci pointe aussi, c'est non seulement quelle est peut-être l'écologie de l'attention, mais une écologie de l'attention qui ferait une part belle justement au problème de l'inconscient aussi. Donc peut-être aussi une écologie de l'inconscient. Et c'est là où effectivement toute la trajectoire de Guattari et tout son travail peut-être effectivement nous interpeller aujourd'hui. Alors plusieurs choses, donc pour résumer, et je vais m'arrêter là, à la fois donc une critique à mon avis radicale de toutes les formes de réductionnisme qui tendent effectivement à réduire la question de l'oppression à des formations sociales qu'on peut simplement théoriser et objectiver, un renversement de l'institution, mais pas seulement de l'institution comme réalité, mais de la manière dont on entend habituellement l'institution, et puis peut-être une question sur les agencements, ou en tout cas l'écologie de l'attention qui peut se trouver, en tout cas qui accompagne, en tout cas qui va se trouver être articulée à ce pressentiment, qui ne doit jamais nous quitter finalement que par mimétisme, par fatigue aussi. Parce qu'on peut se demander si finalement dans les sociétés contre l'État, on ne s'ennuie pas un peu aussi. C'est-à-dire quelle est la part du désir dans ces espaces-là, en fait. Il me semble que ce sont un peu toutes les questions qui peuvent être mises en discussion. Et puis voilà, donc je vous remercie, je vais m'arrêter là, puis je propose qu'on discute éventuellement. Voilà. Merci beaucoup Valentin. Du coup, on lance une discussion, donc on prend des questions et qui sont adressées à tout le monde, autant ici qu'à la salle. Voilà. Je suis arrivée en retard, mais je voulais savoir c'était quoi l'écologie de l'attention. Ah, bonne question. Très bonne question. Je me le demande moi-même parce que c'est une idée que j'ai eue aujourd'hui en finissant de préparer la conférence. Il y a un bouquin de Yves Citon qui est paru il n'y a pas très longtemps sur cette question-là. Ça s'appelle Économie de l'attention. Non, c'est Écologie de l'attention, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, et je me suis dit, tiens, parce que bon, c'est écologie au sens, justement, pas seulement de l'environnement, pas seulement au sens de l'écologie, du bio, etc. C'est aussi l'écologie au sens du milieu, enfin de tout ce que produit l'environnement social. Guattari, d'ailleurs, travaille beaucoup là-dessus dans son livre Les trois écologies, pour insister que l'écologie ne peut pas être qu'une question environnementale, que la question de l'environnement, c'est aussi la question sociale en fait partie. D'ailleurs, dans ce bouquin, il y a un extraordinaire passage sur Trump, où, dès les années 80, il compare la manière dont Trump est en train de vider les villes des pauvres à la manière dont on extermine les poissons dans la mer. Et il le dit beaucoup mieux que je vous le dis là, mais c'est très saisissant. Et c'est dans les années, je ne sais pas, 86 ou 87, je crois, quelque chose comme ça. Donc, pour répondre à votre question, je suis en train de me le demander, voilà. Mais je me suis dit que c'était une idée qui... Parce que par rapport à cette question justement du pressentiment, effectivement, par rapport à ces pratiques alternatives et par rapport à la nécessité de maintenir
cette tension-là, ça suppose justement toute une mobilisation de l'attention aussi. Et dans les groupes militants et dans la manière dont on travaille le politique, c'est de quelle manière on est attentif, mais de quelle manière cette attention peut supporter aussi peut-être des moments d'interruption, de faille, parce qu'on ne peut pas être... Précisément, si on fait entrer la question de la psychose là-dedans, la question de l'attention, elle est un peu... Bon, elle doit être reproblématisée aussi par rapport à ça. C'est l'attention de qui envers qui aussi, hein, et envers quoi. J'ai une question également. J'ai dû manquer quelque chose, mais il y a un concept que je n'ai pas compris sur le groupe sujet qui produit de la transversalité. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas compris du tout. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai que je suis allé trop vite. Donc, oui, je voulais y venir et puis j'ai... Voilà. Alors, le groupe sujet, en fait, non seulement se donne à lui-même, enfin, là, ce qui le distingue du groupe assujetti, et encore une fois, hein, ce sont des manières de rendre intelligibles différentes tendances qui traversent le champ social. Hein, ce ne sont pas, on va dire, des formes fixes et bien stabilisées, hein, et qu'on pourrait illustrer de manière très simple. Le groupe sujet parvient à se donner à lui-même, en fait, la loi, ses propres institutions, la loi de son propre fonctionnement plutôt, mais il va aussi traverser l'institution d'une manière alternative par rapport aux stratifications habituelles de l'institution, comme par rapport à une certaine horizontalité qui peut aussi être présente à un certain moment dans l'institution. C'est-à-dire que le concept de transversalité va être pour Guattari une manière de trouver une alternative à la fois à une verticalité qui, attention, hein, c'est-à-dire que dans la psychothérapie institutionnelle, il ne s'agit pas de nier qu'il y a des psychiatres et des patients. Hein. C'est juste de retravailler ces identités-là. Hein. Mais que ces stratifications presque, en quelque sorte, qui sont toujours là, hein, verticales dans l'institution, mais aussi une horizontalité qui serait une horizontalité sans rencontre, hein, qui serait une sorte de manière, là on est à peu près au même, voilà, on serait ici, là on serait tous assis là, ou en cercle, mais on ne se rencontre pas vraiment, ou alors une horizontalité qui pourrait être ce que Sartre appelle une forme de sérialité, quoi, hein, qui serait une horizontalité atomisée. La transversalité, ça va être une manière de traverser autrement l'institution, et donc de mettre au travail, y compris les identités professionnelles et institutionnelles de chacun. Et encore là, c'est vrai que la manière dont l'inconscient, dont le désir est aussi impliqué dans cette affaire institutionnelle va jouer un rôle, parce que justement le désir inconscient parvient en quelque sorte, selon eux, à subvertir et à déjouer aussi, pour une part, hein, pas complètement, mais pour une part, à la fois ces stratifications, mais aussi doit permettre en quelque sorte de conjurer une horizontalité où il ne se passe rien. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être dans une... voilà, l'horizontalité, c'est sympa, on est tous copains, et puis en même temps, on bosse tous comme des bêtes pour une entreprise, pour une start-up. Quoi, hein. C'est pas... voilà. Hein. Où là maintenant, certains politiques s'adressent aux gens, alors voilà, moi je suis vraiment proche de... Non, justement, c'est une manière de produire de la rencontre. Quoi. Voilà. Si je peux me permettre aussi, et tu me corriges si je me trompe, mais il y a des éléments de réponse assez concrets que Guattari donne à ce niveau-là, dans la transversalité qu'on trouve entre l'échelle moléculaire et molaire, et notamment l'exemple qu'il donne, par exemple, du rapport entre les micro-agencements d'énonciation et les macro-agencements d'énonciation. C'est par exemple des micro-agencements de désir qui font boule de neige et déclenchent de grands bouleversements sociaux. Exemple, le 22 mars à Nanterre qui révèle, catalyse des luttes d'un style nouveau dans l'ensemble de l'université et dans de nombreux autres secteurs, ou bien l'atelier des beaux-arts et l'atelier situationniste à l'Institut pédagogique national qui produisent des affiches et des textes marquant le style du mouvement d'ensemble, ou alors un autre exemple qui donne des micro-agencements de désir mettent en révolution un macro-équipement de pouvoir. Exemple, le corps expéditionnaire portugais en Afrique qui est contaminé non seulement par des idées, mais par un style de guérilla révolutionnaire. Donc voilà, cette transversalité, c'est justement le passage d'échelle, il me semble-t-il, quoi, du moléculaire au molaire. Et il y a aussi un truc aussi, c'est que par rapport justement à ces histoires de Laborde, c'est que pour moi, ça fait aussi référence à la manière dont Oury va travailler ce qu'il appelle le rapport entre statut, rôle et fonction. Le statut, c'est-à-dire la carte professionnelle, je suis psychiatre, je suis psychologue, je suis infirmier. La fonction, c'est la fonction soignante ou la fonction thérapeutique ou le cuisinier.
Et puis le rôle, c'est finalement la place qu'on va être amené à jouer pour chacun dans une interaction sociale. Et Horry dit il faut faire attention effectivement à ne pas confondre statut, rôle et fonction, c'est-à-dire qu'à certains moments, le cuisinier peut avoir une fonction thérapeutique. Et d'autre part, selon lui, si le psychiatre se prend pour un psychiatre, il n'y a pas de raison, et si l'infirmier se prend pour un infirmier, il n'y a pas de raison pour que le fou ne se prenne pas pour un fou aussi, quoi. Voilà. Donc il y a cette phrase assez... Voilà. Et en même temps, il ne s'agit pas non plus de dénier qu'il y a de la psychose, qu'il y a besoin d'un espace pour que les gens soient accueillis. Enfin, Horry, pour le coup, s'est beaucoup écharpé avec l'antipsychiatrie là-dessus. Hein. C'est que lui reste un psychiatre. Hein. Il dit la psychose, ça existe, et il y a besoin de médocs parfois, et voilà. Hein. Je veux dire, c'est pas... voilà. Est-ce que tu pourrais clarifier un petit peu, enfin, de ta connaissance de Guattari, d'Horry, et puis de ce que tu as pu traverser dans cette expérience de psychothérapie institutionnelle, de ce que serait le statut finalement de l'inconscient en lien avec l'institution, parce que c'est pas évident. Enfin, en écoutant tout ça et de mon expérience, je me posais même la question un peu si on faisait le parallèle d'une cure type analytique d'analyste à analysant, où finalement l'inconscient serait un espèce de présupposé qui serait dans Link et Dunk de la rencontre. Est-ce que finalement l'inconscient dans l'institutionnel viendrait avec l'analyste institutionnel? Enfin, il y a quelque chose qui est mis en tension comme ça qui ne va pas du tout de soi. Enfin, je pense que la définition, si tant est qu'il y ait quelque chose de défini chez Guattari, chez Horry et chez tous ces gens-là, à mon avis, il y a autant de définitions que d'auteurs ou de noms propres, justement. Oui, non, de toute façon, c'est pas facile. Et puis, ils ne sont pas les seuls non plus à avoir essayé de penser cette question du rapport de l'institution à l'inconscient, parce que Blairer, dont je parlais, l'a fait aussi. Bon, il y a aussi des gens comme Anzieux aussi qui travaillent aussi d'autre manière. Il y a Manoni aussi qui est très critique, assez critique par rapport à Laborde aussi, hein, qui a développé son propre credo là-dessus, si on peut dire. Ta question est très large en même temps, hein, donc je ne peux évidemment pas y répondre, et je ne peux pas non plus la clarifier. Mais il me semble que, oui, ça ne va pas de soi. Moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'est quels sont les effets, c'était plus spécifique, c'est quels sont les effets là de la prise en compte de l'inconscient dans la problématisation de questions d'enjeux politiques, sociaux, voilà, selon Deleuze et Guattari, voilà, précisément. Et qu'est-ce que ça permet justement de déjouer par rapport à des formes de critique qui dénient complètement cette dimension-là. Alors après, on peut raffiner sur les théories qui affirment qu'il faut prendre en compte la question de l'inconscient, le problème de l'inconscient dans l'institution. Et est-ce que c'est toujours là ou est-ce qu'il ne faut pas le produire? Il y a tout ça aussi, bien sûr. Par rapport à cette question-là, quelle serait la définition de l'inconscient selon Deleuze et Guattari? C'est un inconscient machinique, tu vois, non... voilà, c'est un inconscient machinique, ils disent tout le temps non théâtral, un peu, qui quelque part se situe vraiment dans une contestation radicale pour eux de cet inconscient théâtral chez Freud, hein, c'est-à-dire ils disent c'est pas un théâtre, c'est machinique, quoi. Donc c'est ce qui vraiment les turlupine là-dedans, c'est la question de la représentation, quoi. Bon, après, voilà, quand on lit Guattari par ailleurs, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué par ailleurs, hein, mais justement, il faut éviter, justement, à mon avis, de réduire un peu leur approche, tu vois, au texte fini, terminé qu'ils ont pu produire, hein, parce que par ailleurs, ils ont pu, je pense, avoir un rapport assez... Enfin, en tout cas, Guattari ou Deleuze, c'est autre chose, mais avoir un rapport à la psychanalyse qui, par moments, pouvait redevenir un rapport, je pense, assez classique, pas classique, mais pas aussi anti-oedipien, je pense. Hein, tout ça, c'est à prendre, justement, de façon... avec des pincettes, évidemment. Oui, bonjour. C'est un peu dans la même idée. En fait, je me posais la question des liens entre donc, cette forme d'inconscient et ce qu'on pourrait appeler de l'ethnocentrisme, de l'androcentrisme, parce que vous avez parlé de Pierre Clastres et voilà, il considère une société sans État, enfin, qui s'est construite
contre l'État, mais c'est dans une société où les femmes sont monnaie d'échange et où il y a un pouvoir coercitif qui s'exerce contre une partie de la population, mais qu'il est incapable de voir parce que son inconscient le travaille Enfin, voilà, les liens entre c'est cette idée qui est plutôt du champ psychanalytique et cette notion de science sociale. Oui, en fait, de la même manière, alors, quand même, alors, pour répondre à ta question et pour répondre à la question précédente, un peu plus quand même, c'est vrai, voilà, c'est vrai, je comprends un peu mieux la question du coup par la suivante, c'est-à-dire, il y a derrière ça, il y a des théories, effectivement, il y a des théories de l'inconscient. Par exemple, chez Oury, hein, il y a effectivement toute une pensée de l'inconscient et de la psychose qui est quand même considérable. Hein. Il a fait un séminaire à Sainte-Anne pendant des années, donc il y a vraiment toute une pensée singulière de la folie et de la psychose. Et par rapport à la question justement, alors par rapport à la question là que tu poses sur Pierre Clastre, la question androcentrée, etc. Alors, il me semble qu'on peut renvoyer au texte très méchant et incisif que Marie-Hélène Boursier a écrit contre Deleuze et Guattari, par exemple, il me semble, si je ne me trompe pas, en disant qu'ils n'avaient pas compris grand-chose, ils étaient passés un peu à côté de tout ça quand même. Et puis, finalement, je pense qu'ils étaient assez peu... oui, c'est des questions, je pense qu'ils traversent assez peu quand même, pour ainsi dire. Même si elles ont pu peut-être être reprises par des... Ils avaient quand même un certain nombre de groupes féministes, je pense, autour d'eux, c'est clair. Et je pense que ça apparaît un peu dans leurs écrits. Il serait peut-être intéressant d'ailleurs de confronter un peu tout ça avec ce que Butler, entre autres, c'est ce qui me vient à l'esprit comme ça, spontanément, avec la vie psychique du pouvoir, par exemple. Où elle travaille justement sur ces questions d'assujettissement, de déassujettissement, d'interpellation, et où là il y aurait quelque chose peut-être à confronter avec Deleuze et Guattari, et puis avec cette espèce d'écologie de l'attention, de l'inconscient qui m'est venue comme ça. Je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. Mais en tout cas, ça ils n'en parlent pas, de toute façon, puisque ce qui les intéresse, c'est vraiment de travailler sur la manière dont on travaille des formations, enfin, dont l'anthropologie a travaillé l'émergence de l'État, les formations sociales. Donc, alors ça, effectivement, c'est une question micropolitique pour le coup. Je pense que c'est une question micropolitique au sens du moléculaire qu'on peut adresser. Parce qu'eux-mêmes, effectivement, dans leur théorie, peut-être, reconduisent des effets, pour le coup, molaires. Et moléculaire et molaire, justement, ce n'est pas que des questions d'échelle, il me semble. C'est moléculaire et molaire, c'est pas seulement micro et macro-social, c'est et moléculaire un mouvement qui parvient à transformer la subjectivité, et un mouvement de masse peut être un mouvement moléculaire. Et inversement, le molaire, voilà, c'est ce qui va correspondre plutôt à ce qui est du côté des appareils de capture, et ce qui va en quelque sorte arrêter, capturer, normaliser cette subjectivité. Et on peut tout à fait peut-être trouver des effets molaires chez Deleuze et Guattari, ne serait-ce que dans leurs références, qui sont même dans les goûts culturels et musicaux de Guattari. Il me semble qu'il disait que le rock c'était horrible, etc. Je ne sais pas, quelqu'un m'a dit ça. Maël Guédon, qui a fait une très bonne thèse sur la ritournelle chez Guattari, effectivement, qui est musicien, enfin musicologue, me disait les goûts de Guattari en musique, c'est... Alors là, pour le coup, du côté de l'analyse institutionnelle, il vaut mieux aller voir du côté d'un autre fondateur de l'analyse institutionnelle, comme La Passade, qui lui a travaillé sur les cultures populaires et sur le rap, par exemple. Mais pour Guattari, non, je pense qu'ils ont... On peut tout à fait s'intéresser aux effets, aux effets molaires, les prendre au mot et travailler un peu ce qui est molaire un peu chez Deleuze et Guattari, bien sûr. Ça me semble intéressant. Je rebondis juste là-dessus, parce que je connais très peu La Passade, mais j'ai pas mal bossé sur les situs, et les situs détestaient La Passade. La Passade est un con. Voilà, disait-il. En pleine page par Van Eygen, voilà. Donc pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, alors je ne vais pas dire parce que c'était un con, parce que c'est pas vrai. Non, parce qu'il y avait eu comme ça, parce que La Passade a participé non, plus sérieusement en fait, parce que La Passade a élaboré lui aussi de son côté une autre version de l'analyse institutionnelle à partir de pratiques de dynamique de groupe qui étaient des pratiques qui étaient issues de la psychosociologie nord-américaine et qui se diffusaient beaucoup en fait dans les années 60 dans les milieux militants, mais pas seulement, chez les cadres d'entreprise, mais aussi dans les groupes militants qui voyaient une manière de travailler la question de la bureaucratie et du pouvoir dans les organisations. Et La Passade organisait des stages sur ces questions-là, et donc il a posé le problème de l'oubli de l'institution dans ces dynamiques de groupe. Mais les situationnistes le voyaient comme un propagateur de la psychosociologie nord-américaine, et donc comme un propagateur de la normalisation des comportements, en quelque sorte. Et puis, les situs ont insulté beaucoup de gens. Et La Passade, je crois, était très fier d'avoir été insulté par les situs. D'accord. Et donc, je prends un peu la parole. Donc, autre question, finalement, qui a des relents situs,
c'est que sur le rapport de Guattari à l'institution également, mais plutôt aux médias comme institution, tu vois où je veux en venir. Bon, c'est-à-dire qu'au... Le Minitel, tout ça. pas tellement. Comment dire, au sein de l'autonomie politique, il y a vraiment une fracture là-dessus sur... voilà, il y a un héritage situ qui va vraiment rejeter les médias et d'autres qui vont le penser stratégiquement, etc. Et bon, Guattari donc, a milité pour les radios libres dans les années 70. Je crois que du coup, en 81, il a participé à, il me semble, Radio Tomate, je crois que c'est le nom. Alors, j'imagine que c'est très inspiré par Radio Alice en Italie, etc. Mais bon, qu'est-ce qui se passait dans ce cadre-là de Radio Tomate? J'étais pas. Ouais. Enfin, qu'est-ce qui motivait son rapport à la radio, quoi? Je sais pas, je ne vais pas demander, mais apparemment, ce qui j'ai pas connu, et voilà, j'en sais rien, mais ce qui motivait personnellement, mais en tout cas, ce qu'on retrouve un peu, c'est que autour de la radio, il y a un truc qui est très intéressant, c'est le fait d'avoir essayé de transposer justement certains dispositifs de la board à la radio, de penser la radio pas seulement comme un média qui va transmettre un message, mais aussi comme un dispositif de rencontre voilà, social, aussi comme un dispositif politico-social. Et alors ça c'est quelque chose, que ce soit, il y a aussi y compris dans le champ thérapeutique, ça s'expérimente ça aussi. C'est-à-dire, ils sont marrants les instituts d'être contre les médias, mais par exemple, il y a dans certaines institutions, alors on peut citer la Colifata Buenos Aires par exemple, mais aujourd'hui, il y a comme ça à Reims ou dans d'autres endroits, dans certains établissements psychiatriques, il y a des radios qui s'inventent comme ça, que les soignants et les patients élaborent ensemble, et qui sont des espaces non seulement pour faire de la radio, comme qu'on fait de la radio, pour faire des émissions, mais aussi des espaces pour, en quelque sorte, se retrouver ensemble, essayer de conjurer un peu l'oppressivité de l'institution, essayer de transformer l'institution, produire de la rencontre, etc. Et autour du média va s'agencer quelque chose, justement. On va produire un agencement collectif d'énonciation autour du média. Et donc le média, c'est pas seulement le truc méchant qui nous opprime parce qu'on est con et qu'on regarde la télé tout le temps. Non, il y a aussi tout ce qu'on fait justement de ces dispositifs techniques. Un peu, il faut aller chercher peut-être aussi chez Simondon, des choses à mon avis, à mon sens plus intéressantes que la critique situationniste qui me semble aujourd'hui quand même un peu, là pour le coup, pas très... Oui, le spectacle, ça fait quand même très longtemps qu'on critique le spectacle, il y a même une rente à mon avis dans la critique du spectacle. Mais au moins les situationnistes, et c'est ce qu'on pointe Rancière, au moins les situationnistes étaient dans l'essai, essayaient d'expérimenter des formes, en tout cas alternatives, comme la psychogéographie, etc. En parallèle de cette contestation-là. Le truc, c'est que, comme le dit assez bien Rancière dans la démocratie, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez plus que la dénonciation du spectacle et de la domination, vous en finissez par dire que le peuple est con, ignorant et qu'il mérite la domination, et donc vous passez du maoïsme à l'extrême droite. Voilà. Enfin, c'est plutôt dans ce sens-là, d'ailleurs, j'ai fait d'autres trucs. Ouais, j'aurais une question à vous poser par rapport au couple machine de guerre. Ah, d'accord, ok. Machine de guerre, capture d'État. Ce qui est très fort dans ce couple de concepts que je connais mal, parce que je connais mal Guattari, donc c'est vraiment histoire d'en savoir plus sur tous les conséquences de cette conceptualisation, c'est que ça met en avant l'aspect ennemi interne, ennemi intérieur des mouvements révolutionnaires. Et quand on voit, par exemple, l'histoire de l'URSS, c'est évident. Quand l'ennemi ne venait pas de l'extérieur, il venait de l'intérieur. Et donc, la pensée du microfascisme potentiel, etc. Est-ce que ça ne pourrait pas amener à un autre problème philosophique? C'est sur la question de la création. Parce qu'il ne suffit pas, évidemment, d'être créatif pour être révolutionnaire ou émancipateur. Il y a des créations réactionnaires. Les États réactionnaires ne sont pas que des pures reproductions du même. Ils créent vraiment des choses. Il y a des types d'oppression qui n'existaient pas avant, etc. Et si on pense l'oppression que comme une simple capture d'État, est-ce que cela pose pas ce problème-là ou cette limite de ne plus penser la créativité de l'ennemi réactionnaire lui-même? Et notamment, ça pourrait être lié à la question de l'attention, parce que si on suppose que la solution, en gros, pour ne pas être dans ce devenir fasciste, etc., c'est l'attention, est-ce que ce n'est pas une manière de supposer qu'il y a toujours un devenir fasciste, donc finalement, d'une certaine manière, ils ont gagné, et il y a quelques moments de grâce, je caricature, qui, eux, seraient créatifs et émancipateurs. Comment penser à la fois la spécificité de la créativité réactionnaire, de la créativité révolutionnaire, etc., et ne pas penser seulement
cette créativité de l'émancipation comme une puissance, si c'est une pure puissance, elle aura forcément une limite. Ah oui, mais je pense que c'est très présent justement dans ce couple machine de guerre, appareil de capture, il me semble. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, voilà, un groupe fasciste fait machine de guerre. Le microfascisme, d'ailleurs, dans Mi-Plateau, c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une créativité, comme il y a une souplesse bureaucratique, hein, comme il y a une créativité de l'État lui-même. C'est là où la question de, comment dire, la notion d'appareil de capture permet de reproblématiser la question de l'État aussi. Hein, et puis l'État, c'est pas seulement quelque chose d'extrinsèque, c'est quelque chose qui construit des rapports intrinsèques avec des pratiques politiques qui s'y opposent. Enfin, il y a tout un ensemble de nœuds comme ça qui sont très difficiles voilà, dont il faut en quelque sorte se départir, enfin, qu'il faut mettre au travail. Et effectivement, non, justement, c'est pas la question de l'État, justement. L'État, un peu comme l'institution, hein, c'est plus une espèce de grande généralité comme ça, oppressive et générique, mais on va essayer d'analyser ça à travers des pratiques aussi, hein, tout un ensemble de pratiques. Et c'est là où effectivement on peut s'en saisir, et à savoir, bon, comment penser la créativité réactionnaire et en même temps comment faire en sorte que il n'y a... Parce que effectivement, si on pense que dès qu'on stabilise une forme, il y a du microfascisme, non, je pense pas. Justement, ils ne sont pas à mon sens, dans ce simplisme-là. C'est d'essayer de penser une institution qui parviendrait à ne pas se réduire à une fonctionnalisation. En gros, il ne s'agit pas de faire en sorte que ça marche. D'ailleurs, ils avaient souvent, voilà, l'idée c'est dès qu'un truc marche, il faut au contraire se demander pourquoi ça marche, quoi. Ça fait symptôme, quoi, quelque part. Mais pour autant, il y a un bouquin qui est intéressant là-dessus, c'est le livre de David Furcauteren sur les micropolitiques des groupes. Et il discute Guattari sur ce plan-là et c'est assez intéressant. C'est issu de tout un travail qu'ils avaient monté, la mutuelle Santiquet, mutuelle des fraudeurs, en menant toute une recherche-action sur la problématique de la gratuité dans les transports en commun. Et donc, ils ont produit un livre où ils sont un petit peu revenus sur qu'est-ce qui se passe dans des expériences de groupe, un peu comme ça, des expériences de groupe militantes. Et ils discutent justement, alors à mon sens, ils passent un peu à côté justement de cette problématisation de l'institution qui parvient quand même à durer un peu, je pense, y compris dans la psychothérapie institutionnelle, et à mon avis, c'est une idée qui n'est pas étrangère non plus à Guattari. Mais ils discutent cette idée justement qu'il faudrait forcément qu'une forme meure, effectivement. C'est-à-dire, on peut effectivement produire des formes dans lesquelles qu'on va en quelque sorte pérenniser. Et parce qu'il y a aussi un autre élément dont je n'ai pas parlé, c'est la question de la pulsion de mort aussi, qui apparaît aussi chez Guattari assez tôt. C'est la manière dont une expérience collective peut aussi s'effondrer, mais aussi y compris de l'intérieur, parce que la demande de faire partie, il y a une espèce de demande de faire partie d'un groupe révolutionnaire, une demande aussi d'entendre la bonne parole. Et il y a quelque chose, dit Guattari, de mortifère, y compris quand on veut se lier à un groupe sujet. Et que donc il y a toujours cette virtualité de l'assujettissement qui est là. Mais pour autant, il ne s'agit pas de dire que dès qu'on stabilise une forme, on est dans le fascisme, effectivement. Mais bon, c'est pas ce que tu disais non plus. Mais la créativité de la réaction, non, elle est, je pense, assez présente. Elle est, je pense, prise en compte justement dans tous ces travaux-là, je pense. Bonsoir. Vous nous avez parlé en fait de dispositifs, du fait que l'institution en fait elle maintient l'insurrection en elle, et ça m'a fait penser en fait à des termes un peu foucaldiens en fait sur la transgression, et vous en avez pas parlé en fait, vous n'avez pas utilisé le mot transgression, et j'aimerais savoir comment ce terme-là ou ce concept, la notion en fait elle s'articule avec l'insurrection et avec toute cette pratique-là, en fait. Comment on fait pour transgresser alors que l'institution elle-même permet la transgression? Et ce ne serait pas finalement une situation un peu mouroire en fait, de la transgression? Elle serait dans un état de... je sais pas quoi. Oui. Bah, de toute façon, alors, quand j'ai évoqué cette question, enfin, comment dire, cette institution qui maintient en elle quelque chose de l'insurrection, hein, d'un mouvement perpétuel, c'est la manière dont Deleuze va aller chercher chez Sade cette conception particulière de l'institution, qui selon lui fait écho à Saint-Just. Hein. Alors comment, effectivement, c'est vrai, on peut se poser la question,
quel est le statut de la transgression? Alors Foucault, j'en ai pas parlé, bien sûr, c'est pas très loin de tout ça, évidemment. Notamment si on va chercher vers tout ce qui est gouvernementalité, qui est très à la mode depuis quelque temps. Oui, il y a une manière aussi de repenser l'État, justement, un peu autrement que ne fait une certaine sociologie et tout. Mais la question de la transgression, oui, ben je ne sais pas, je pense que c'est une question, pour le coup, politique et micropolitique dont on doit se saisir, mais je ne pense pas qu'il y ait une réponse seulement théorique à ça, quoi. Effectivement, c'est à discuter de ça. C'est à partir de quel... Et surtout, en même temps, qu'est-ce qu'on entend par transgression? Parce que transgression me paraît un terme un peu, comment dire, gentil, quelque part. C'est-à-dire transgression, bon, on transgresse. Bon, quelque part, est-ce que c'est une transgression par rapport à la règle? Parce qu'une transgression, est-ce qu'elle amène quelque chose qui permet en fait à l'institution, au collectif de se repenser? Ou est-ce qu'elle amène quelque chose de destructeur? Je pense qu'il y a vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose à interroger de ce point de vue-là. Après, je pense que ça se résout assez peu enfin voilà, ce sont des choses qui se discutent, quoi, qui doivent justement pouvoir être l'objet de délibération dans une institution qui se définit du côté d'une praxis instituante, justement. Et qui doit justement élaborer à partir de quel moment qu'est-ce qu'on fait des transgressions et des passages à l'acte, y compris des passages à l'acte qui surviennent. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se rapporte à eux, quoi? On se donne des règles très strictes pour qu'un groupe fonctionne, y compris dans un groupe gauchiste. À un moment donné, il y a une transgression de la règle. Bon, comment on pense la transgression de la règle? Voilà, c'est des questions micropolitiques, c'est très difficiles, qui sont très très difficiles, je pense. Mais d'abord, désolé pour la prononciation, là, j'essaie de m'exprimer. Moi, en fait, on part tous dans des formes non standards, il n'y a pas de problème. C'était pas tout à fait une question, mais je voulais suivre l'invitation qu'on a eue au début de la conférence à mettre en dialogue le débat contemporain d'aujourd'hui sur le destituant les mondes. C'est ça le titre du troisième chapitre du dernier bouquin du comité. Et là, justement, moi, je suis italien et il me semble que de la démarche qu'on a proposée aujourd'hui, on voit justement les rapports entre, comme on disait tout à l'heure, entre la conception de l'institution chez Guattari et la pratique de l'autonomie italienne, mais justement dans son côté instituant ou de contre-pouvoir, d'organisation et de contre-institution, qui étaient aussi les mouvements créatifs de la fin des années 70. Qui finalement venait d'un héritage léniniste, bien évidemment, parce que les autonomes italiens, ils restent des léninistes hétérodoxes, bien évidemment, et du coup, qui se posent les problèmes de produire des contre-institutions, toujours avec cette idée dynamique, presque organique, et toujours en mutation de l'institution. Mais du coup, finalement, mon problème, c'est est-ce que ce qui différencie finalement les destituants au pluriel, ceux qui, à la suite d'Agamben, mais aussi d'une certaine post-phénoménologie française, proposent un pouvoir, une puissance totalement destituant, et cette approche de l'institution comme penser autrement, est-ce que c'est finalement un héritage qui vient de Lévinas, qui vient d'un certain Lyotard, une sorte de philosophie de l'affondrement, de la catastrophe, qui est présent bien évidemment chez Lévinas et chez Lyotard, et qui les amène à des positions éthiques, qui est présent chez Agamben, qui est l'auteur toujours cité, ou pas toujours cité en fait, par les comités invisibles et par ses camarades qui proposent la destitution totale, etc. Est-ce que c'est ça finalement? Ça c'est mon opinion, mais j'ouvre le problème. Et autre petite remarque que j'avais à faire, c'était à propos du rapport entre ce qu'on appelle la dialectique marxiste et le délaisisme ou la pensée politique et émancipatrice de Guattari. En fait, il y a pas mal d'expérimentations, surtout dans ce qu'on appelle le post-opéraïsme, de convergence entre ces deux trucs. Il y a le cas du concept de rhizome et du concept de general intellect, c'est le plus connu. Mais surtout, il faut faire attention parce que la dialectique hegelienne, et en particulier
je ne sais pas plus quel paragraphe du premier tome de la science de la logique sur les limites, etc., qui fondent une certaine conception de la dialectique hegelienne, et au cœur de ce que c'est la philosophie de Deleuze et Guattari, leur dernier tome, et au cœur de l'interprétation de la dialectique qui est donnée dans le premier tome du Capital. Du coup, ce n'est pas si simple le rapport, mais bon, c'était juste ça le problème que je voulais ouvrir. Ouais, juste pour rebondir, sur le côté destituant, il y a une chose assez simple qui me vient à l'esprit, c'est Fernand Horry, le frère de Jean Horry, donc, qui est un des fondateurs du mouvement de la pédagogie institutionnelle, il dit à un moment donné dans un texte, finalement ce que les Italiens autour de Basaglia appelaient désinstitutionnalisation, c'est ce que nous on appelle institutionnalisation. C'est-à-dire l'institutionnalisation pour nous c'est justement le fait de conjurer, d'empêcher que disons que des formes hégémoniques, oppressives, ne se reconduisent dans nos pratiques. Alors, je ne connais pas bien, je n'ai pas lu le dernier bouquin du Comité Invisible. Mais apparemment, alors, cette question du destituant, elle est effectivement très présente chez Agamben, mais je ne la connais pas très très bien. C'est intéressant, quand vous parlez effectivement de contre-institution, effectivement, c'est une notion qui me paraît vraiment intéressante, qui permet de penser justement des institutions qui ne soient pas des institutions étatisées aussi. Et là, il y a quelque chose, à mon avis, qui est assez intéressant et qui, même pour aujourd'hui, à mon avis, peut être reconduite, hein, peut être retraversée. Ouais, voilà. Et alors, sur Lévinas et tout ça, je ne sais pas, mais sur la question de la catastrophe, moi, il y a un auteur, puisque vous êtes italien, il y a un auteur moi, qui m'apparaît beaucoup plus criant par rapport à ça, c'est De Martino, quand même. Ernesto De Martino, et qui a apparemment beaucoup compté pour le Comité Invisible, même si c'est parfois de manière un petit peu indirecte, mais en tout cas pour Tikkun, c'est tout ce qui tourne autour de la crise de la présence, hein, et tout ce qui tourne autour du pressentiment de la catastrophe. Et ça, c'est quelque chose, justement, j'ai commencé un petit peu à essayer d'y réfléchir à ça. Parce que je crois qu'il y a, alors pour le coup, La Passade et De Martino, il y a un lien très clair, parce que La Passade a travaillé sur la tarentelle, sur le néo-tarantisme, etc., et s'est beaucoup inspiré du travail de De Martino sur les cultures populaires italiennes. Mais il y a effectivement autour de De Martino, dès les années 50, 60, il y a des textes qui viennent d'être republiés là, sur les apocalypses culturelles. Et il y a quelque chose de tout à fait intéressant sur cette réflexion sur les institutions comme manière de répondre à cette crise de la présence qui est toujours là dans la manière dont la conscience construit son rapport au social, etc. Et d'étudier les formes culturelles comme des manières de ritualiser et de prendre en charge cette crise de la présence. Il y a toute une littérature psychiatrique et phénoménologique. Alors Lévinas, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce qui est phénoménologie, pour Horry, etc., ça a beaucoup compté. Et sur Hegel, c'est sans doute, ils sont parfois peut-être plus hegeliens qu'ils veulent le dire, mais je ne sais pas. Enfin, après, c'est comme la question de l'aliénation. Il quitte cette problématique de l'aliénation qui est très importante dans l'analyse institutionnelle au départ, mais il faut voir, par exemple, il faut lire les textes de Horry sur l'aliénation qui sont extraordinaires, hein, où effectivement c'est une manière de travailler l'aliénation, mais en prenant en compte la question de l'inconscient, ce qui n'est pas du tout évident pour la tradition marxiste orthodoxe. Où l'aliénation, ça concerne en général quand même plutôt la espèce de conscience renversée quand même. Hein. Oui, alors Gabel, je ne parle pas de Gabel là, mais Gabel, effectivement, c'est un auteur important pour tout ça, oui, bien sûr. Et pour La Passade, Gabel a beaucoup écrit sur La Passade. Oui, moi, du coup,